Bonjour Internet, bienvenue dans cette interview en compagnie de Cyril de Sandcastle Game. Est-ce que tu vas bien, Cyril? Je vais très bien. Tu es là parce que déjà tu as de l'actualité, mais aussi parce que tu es quelqu'un d'intéressant. Et tu as beau dire le contraire, c'est vrai. Ah, Sandcastle Game, déjà pour recontextualiser, est-ce que tu peux dire qui tu es par rapport à Sandcastle Game et qu'est-ce que c'est Sandcastle Games pour les gens qui ne sacheraient pas? alors, Sandcastle Game, c'est l'émanation de la volonté, de 2 personnes qui sont, moi et mon gentil associé. On est tous les 2 des gens qui avons travaillé dans le milieu du jeu de société, depuis fort longtemps. Pour ma part, je suis entré dans ce milieu-là il y a 35 ans. Hier soir, j'avais le bonheur de recevoir mon pote Cyril, un autre qui s'appelle Cyril de Mag, qui est un peu connu aussi pour avoir fait de très très bons jeux. Pour ceux qui ne savent, il est à l'initiation de d'Istari et C'est il ça. travaille aussi beaucoup sur les unlocks ou des choses comme ça Voilà, pour les jeux les plus connus. c'est le monsieur qui a créé Unlock, et on comptait un peu nos bougies dans ce milieu-là, et on s'est senti très très vieux toute la soirée. Donc ça fait longtemps qu'on bosse là-dedans. Donc vous n'êtes Euh, pas vieux, vous êtes jeune depuis plus longtemps. Ça n'a rien à Exactement, voir. exactement. Et ce qui nous permet de faire taire la jeunesse en leur disant respectez vos anciens, ce qui est complètement absurde. Mais non, non, peu importe. Moi j'ai travaillé dans plusieurs sociétés. Moi, j'ai commencé dans le jeu de rôle il y a très longtemps dans une société qui s'appelle Multisim. Et à cette époque-là, on a eu l'occasion d'éditer deux, trois jeux de plateau en plus du jeu de rôle, notamment deux, trois jeux qui sont restés, comme par exemple Citadel ou Mystère à l'abbaye. Et le jeu de société a toujours fait partie intégrante des activités que moi je pratiquais fort fort, comme le jeu de rôle. J'ai travaillé sur des jeux de société un peu plus institutionnels. J'ai fait quelques Trivial poursuites en design graphique. Donc des jeux qui étaient dans un autre type de marché, du marché vraiment mass market, et qui m'a permis de voir comment ces sociétés-là travaillaient sur leurs jeux, comment ils s'implantaient, etc. Donc c'était assez intéressant pour découvrir une autre façon de travailler sur ce secteur-là. Et puis j'ai eu la chance de croiser, avant sa fondation, un, un gars qui était en train de monter une société qui s'appelait Des Fondeurs, et pour qui j'ai travaillé depuis la fondation. Et j'ai Pour travaillé à rappeler Des un peu des Fondeurs. Offenders, globalement, il y a Les Aventuriers du Rail par exemple, qui est un petit peu connu. Les Aventuriers du Rail. Alors, de manière un peu. En général, quand on me dit ah, t'as bossé sur quel jeu de Des Fondeurs, ma réponse est tous. Parce que Des Fondeurs était une société où il y avait peu d'employés, et où la réalité, c'est qu'effectivement, j'ai eu le bonheur de faire la direction artistique de tous les jeux des Fondeurs. Toutes les extensions, voilà. Donc c'est plutôt rigolo comme réponse à fournir quand on me dit t'as bossé sur quoi? Sur tout. C'est très modeste, mais non, non, mais voilà. J'ai travaillé à Des Fondeurs pendant extrêmement longtemps. Là, je suis un peu en retrait de cette société depuis un certain temps déjà. Et quand il est arrivé un moment, en fait, où dans ce parcours, Des Eaux Fondeurs il y a une ligne éditoriale qui est pas forcément l'expression de ce que je veux faire moi en tant que Cyril Dojoin, en termes graphiques, etc. Puisqu'on est au service d'un jeu et on est au service d'un auteur, on est au service d'une société, on est au service d'une image de marque. Donc on a construit quelque part une identité des Eaux Fondeurs dans le temps, mais qui était peut-être pas exactement ce que moi, Cyril Dojan, j'aurais voulu faire si j'avais eu une liberté totale de création graphique sur ces jeux.
OK, ouais. Je suis très je suis très content de ce qui a été fait. Je trouve que dans l'ensemble, on s'en sort bien. Il y a des jeux qui sont vraiment très chouettes visuellement. Il y a des jeux, voilà. Alors après, on en a fait tellement que, on peut tous avoir des avis différents et je comprends très bien. Mais enfin, je trouve que, on s'en est bien sorti sur l'identité graphique de Days of Wonder. Alors je précise, moi j'étais directeur artistique, donc mon travail consistait à transformer un prototype en un produit fini visuellement. Voilà. Donc, choisir, pour rentrer un peu dans le détail, de la mission d'un directeur artistique, c'est proposer des illustrateurs, briefer des illustrateurs, créer la partie graphique du jeu, donc ce qui peut être la logotypie, être en charge de l'intégration de l'art dans le jeu, faire des propositions sur le format ou l'aspect visuel de certains composants du jeu, réaliser une boîte qui a un peu de personnalité, qui interpelle quand elle est sur une étagère dans une boutique ou qu'on a plaisir à laisser chez soi et pas enfermé dans un placard parce que voilà, c'est un peu l'idée, c'est On n'ose pas le un, montrer. Oh mon un Dieu. petit jeu de la séduction entre guillemets. Enfin, l'idée c'est de dire regarde ce jeu, il est chouette, tu vas te faire plaisir avec et quand il est posé sur la table, c'est la Mmh. classe quoi. Donc ça, c'était mon travail. Euh, alors, à la question, est-ce que ça inclut les thermos? Pas forcément, pour une raison simple, c'est que les thermos font appel à une partie très technique en fait. Mmh. Ça n'a pas l'air comme ça, mais la création d'un moule de thermos, il y a énormément de contraintes sur les déformations du plastique, la proximité des puits, etc. Et il y a une vraie composante technique. Donc, si on a quelqu'un dans son entourage, dans une boîte, qui est plus expert dans ce domaine-là, il vaut mieux lui confier. Ça évite d'avoir des thermos qui craquent, ça évite d'avoir des thermos qui sont pas pratiques ou des thermos où au final on n'arrive pas à mettre les composants dedans, enfin, qui sont mal pratiques. Donc moi je ne me suis pas occupé des thermos chez Desofondeur parce qu'on avait quelqu'un qui était enfin plus vétéran que moi dans ce domaine-là. Voilà. Et tu de cette expérience, du coup, chez Days Founder, tu dis, tu as une espèce de petite frustration de: «Ah, j'aimerais bien quand même, Ah, voilà. mettre À un un peu les mains dans moment, le cambouis et voilà. avoir À un moment, je me suis des dit, choix». je veux tout faire. Et Ouais, c'est ça. je veux tout faire au sens où je veux que le jeu soit l'émanation exacte de ce que moi j'ai envie qu'il soit, sans forcément d'influence extérieure. Ouais. Et il se trouve que j'ai un comparse qui, lui, est beaucoup plus spécialisé dans la partie éditoriale et développement. Et qu'à nous deux, on faisait un peu les deux faces d'une même pièce. Et on s'est dit, vas-y, on fait une boîte, on va sortir des jeux et ce sera nos jeux à nous. Et donc, si quelqu'un nous dit, il est pas terrible ton jeu, on pourra pas se cacher derrière, ah ouais, mais c'est pas moi qui ai choisi la Les couleur. choix de quelqu'un d'autre. Ouais. Voilà, non. Enfin, voilà, l'idée, c'était de se dire, faisons quelque chose qui soit vraiment proche de l'artisanat OK. en termes de choix et de contraintes et qu'on soit pas forcément, enfin, qu'on soit en capacité de dire aux influences extérieures: «Oui, rouge, tu préfères, mais nous, on a décidé que ce serait bleu. Donc D'accord. heu, donc ce sera bleu». Heu, Et donc heu, donc c'est voilà, là où aussi c'est comme ça qu'est né, c'est la Sandcastle création et Games. la genèse de Sandcastle Games, du coup. Et je comprends maintenant le logo où je me dis, tu parles de boîtes un peu artisanales, le côté tu façonnes un château de sable de manière un peu artisanale. Je trouve que d'où il vient le nom de la boîte d'ailleurs? Alors, on a eu un mal de chien à trouver le nom de la boîte. Et parce que on avait des trucs, mais ça faisait trop sérieux, pas assez sérieux. On comprenait pas que que c'était un truc de jeu de société, etc. Puis un jour, on Ouais. s'est dit, oh, ouais, en fait, Sandcastle, quelque part, c'est ce que c'est. C'est-à-dire qu'on est en train de faire un château de sable. On va le monter le plus haut possible au bord de la mer. Et puis on prend le risque que on se fasse embarquer par la marée et que il en reste rien. Mais c'est pas grave, on aura fait un beau château de sable et on s'en souviendra. Et donc on a bien aimé cette image-là. Euh, et donc on s'est dit pourquoi pas Sandcastle Games. Pourquoi? Alors à la question qui peut venir, c'est pourquoi c'est en anglais. C'est parce que en fait, il se trouve que moi, quand je travaillais à l'époque chez Dassault Fondeur sur le territoire américain, donc j'ai vécu
plusieurs années là-bas et que quand la société a été montée, elle a été montée sur place là-bas, aux États-Unis et D'accord. donc quand on a fait l'enregistrement, de la boîte, on l'a fait en anglais naturellement. OK, d'accord. Ah ça je savais pas. Donc tu te lances pas tout seul du coup dans l'aventure? Non, j'ai un compagnon, de route qui est indispensable, parce que c'est vraiment, on a vraiment une répartition des rôles très forte dans la boîte. Alors c'est pas par volonté de dire: «Tiens, toi tu fais ça, moi je fais ça», c'est juste que c'est nos domaines de compétences respectifs. Voilà donc et donc on monte cette société et d'emblée on se dit, on n'aura pas la bande passante pour pouvoir, faire 12 jeux par an. D'ailleurs, c'est pas du tout ce qu'on veut faire. On a quand même dans une certaine mesure été très marqué par ce qu'on a appris, et ce qu'on a constaté en travaillant chez des fondeurs, qui est, saturer un marché, c'est pas une bonne idée. Ouais. De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont quand même ceux qui se taisent et ça vaut aussi pour le jeu de société. C'est-à-dire qu'il y a un petit côté, si tu pas intimement convaincu que le jeu que tu veux éditer apporte quelque chose au marché, aux joueurs, à toi, faut pas le faire. Faut pas le faire. C'est-à-dire que c'est pas une bonne idée de faire du bruit pour occuper l'espace. Mmh. Après, on peut discuter des contraintes économiques qui régissent la vie d'une société, qui font que toi, tu te passerais bien de sortir des jeux, mais il va falloir parce que tu as quand même des salaires à payer, tu as quand même, Bien sûr. voilà, tu as quand même, donc là-dessus, je ne remets pas du tout en question les nécessités impérieuses qui sont liées au fait que ça reste des sociétés qui doivent vivre, payer des impôts, faire vivre des familles, et leurs intervenants. Ce que je dis, c'est que nous, on avait ce luxe de pouvoir dire: on va faire peu de jeux, on va les choisir assez précisément et quand on sort nos jeux, on veut être certain que, on le sort parce qu'on l'aime et parce qu'on pense que, on peut le présenter il peut rencontrer un public et qui va s'épanouir et qui peut devenir encore une fois, on n'a pas la prétention de faire, à chaque fois, un succès intergalactique, mais, on se dit: «Ça, c'est chouette, ce serait chouette que les gens puissent y jouer Ouais. dans la forme qu'on va lui donner» et donc ben, vas-y go, on sort ça comme jeu, quoi. C'est vrai qu'au niveau, enfin moi j'ai aussi cette philosophie-là, enfin que j'ai comprise par rapport à Days of Wonder où il y a un rythme de sortie qui est beaucoup plus lent que d'autres éditeurs qui vont faire multiplier des fois aussi, parce que c'est leur ligne éditoriale, de multiplier les plus petits jeux. C'est vrai que sur des jeux Days of Wonder, mais du coup, moi je le ressens aussi avec Sandcastle Games, c'est que ouais, les jeux quand ils sortent, c'est quelque chose, c'est un vrai projet et ce qu'on disait au tout début, c'est pour moi, voilà, on a le focus dessus parce que on attend, en fait, de savoir quel sera le prochain jeu, quelle sera le prochaine édition. Ouais. Parce que Sandcastle Alors, Games, ça existe depuis combien de temps maintenant? 5 ans? 6 ans? 6 ans? 6 ans? 6 Je ans sais je et sais plus, je sais plus, je suis désolé. 5 ou 6 ouais, ans. et en fait, on est d'accord qu'au niveau des sorties, le premier jeu qui est sorti, c'était Res Arcana et tu venu nous voir à Strasbourg pour le présenter. Oui, tout à fait, ouais. On a eu des extensions qui sont sorties, Ouais, puis plus récemment, on a eu, ensuite oui, on a eu la version duo aussi qui est sortie de Res ouais, Arcana. ouais, Et First Empires et en ouais, gros Château Rossignol qui est ouais. sorti là, pardon, c'est le troisième, enfin c'est quatrième jeu, mais on va dire Ah, c'est le troisième nouvel troisième. univers. On peut dire que c'est le troisième si tu considères que Res Arcana Duo est un spin-off de Res Arcana, ce qui est totalement légitime, hein, puisque c'est à la fois un stand-alone et à la fois une extension. C'est ça. Château Rossignol est le 3e jeu qu'on sort et donc on en a encore 2 là, qui sont dans la marmite. Il y en a un qui va bientôt sortir du four, créatif, on va dire, de la Tanor. OK, Pour reprendre une petite, image alchimique, puisque le premier jeu qu'on a sorti est un jeu alchimique, tout à fait. Res Arcana. Voilà, mais oui, oui, on est, sélectif. Alors, avec tout, on est une toute petite structure, on a très peu de moyens, humains, dans la boîte elle-même. Vous êtes encore Heu 2, c'est ça? on est 2. On est 2 OK. et on est 2 et on injecte, on consacre à Sandcastle tout le temps qu'on a, qui n'est pas consacré, à d'autres projets sur lesquels on travaillerait, à part entière. Alors
On est, voilà, on fait le maximum de ce qu'on peut faire. On essaye de se donner la plus grande visibilité qu'on puisse se donner. Néanmoins, bah, on est limité par notre taille et puis par le manpower qu'on a. Donc, ça explique qu'on ne soit pas forcément aussi visible que peut l'être un Space Cowboy, tu vois, des Eaux Bah, Fondeurs ou je n'importe trouve quel que je gros trouve studio. qu'en termes de visibilité, bah, déjà, Res Arcana, il me semble qu'il était nommé aux As d'or et ça a donné un c'est quand même la classe pour un premier jeu. Oui, Res Arcana a gagné, l'As d'or, ce qui a été, à la fois une surprise pour nous, parce qu'on s'y attendait vraiment pas du tout et puis, bah, une chouette consécration quoi, parce que, enfin c'est quand même, un gros prix, mine de rien, une belle reconnaissance et moi ça m'a beaucoup touché. Voilà, c'est un ça m'a beaucoup touché, de le gagner avec ce jeu-là. Bon alors l'auteur est quand même pas un petit débutant, hein. C'est pas un mec qui donc il maîtrise son sujet. Néanmoins, c'est pas parce qu'on a fait créer beaucoup de jeux en tant qu'auteur que le succès est garanti, hein. Mais Oui. voilà, Sarcana, propose un format qui est assez intéressant et qui a convaincu le jury, sur sa qualité, quoi. Et c'est vrai que à l'époque, moi, Res Arcana, je l'appréciais beaucoup dans sa version 2 joueurs et c'est pour ça qu'après, quand il y a eu, l'extension et standalone version duo, Ouais, je me suis dit j'étais hyper content de cette nouvelle où je me suis dit: «Ah!» alors après, c'est vrai qu'on pourrait dire: «Ah bah, avec Res Arcana, on peut déjà jouer, à 2, ça fonctionne déjà et ça fonctionne ouais. toujours très bien d'ailleurs». Mais la version duo, elle avait justement cette dimension de, voilà, on va peaufiner cette expérience de joueur parce qu'on se rend compte et c'est ma question, est-ce que vous aviez beaucoup de retours qui disaient: «Ah bah, Res Arcana, on aime beaucoup y jouer à 2» et est-ce que c'est parti de là, peut-être, la création de la version duo? Ouais, alors il y a ça et il y a ça et puis il y a une question, il y avait des d'abord c'est une volonté de l'auteur. C'est-à-dire que OK. l'auteur nous a dit: «J'ai fait une version à 2 joueurs, duo» et on lui a fait, exactement ce que tu viens de dire. Tu dis: «Mais ça marche déjà très, très bien à 2». Et en fait, il a su nous convaincre que, c'est la version duo avait des spécificités, de duo qui faisaient que le jeu avait un espèce de réglage un peu plus intense, et la façon dont les cartes interagissent entre elles, juste avec la version duo, garantit que l'expérience de jeu est encore un cran supérieur que celle que tu as avec une Res Arcana, 4 joueurs que tu joues à 2. Même si la version 4 joueurs qui joue à 2 fonctionne super bien, quoi. Nous, on était quand même un peu, «Oui, mais c'est compliqué, on veut pas que les gens aient l'impression que, on surfe la vague de les jeux à 2, c'est la mode». Donc nous aussi, on veut être à la mode, parce que c'est pas du tout notre créneau. Enfin, c'est pas comme ça que nous ça rentre pas en ligne de compte dans le marché, les effets de mode pour nous, hein. OK. On sort vraiment les jeux qui nous plaisent. Et on n'hésite pas à prendre le contre-pied, s'il faut, de la trend, quoi. Si demain on nous amène un jeu qui se joue en 4 heures et demie, et que le jeu nous paraît être une tuerie absolue, on partira à contre-pied, OK. des temps présents qui veuillent que: «Ah ouais, mais un jeu plus de 25 minutes, c'est un problème maintenant parce que tu comprends, les gens ils veulent pas jouer plus longtemps». Je m'en fous, Ouais. si le jeu est complètement ouf, moi je sortirai un jeu qui se joue en 3 heures. Vous vous basez sur votre expérience à vous, sur l'expérience que vous jugez être intéressante à développer et à proposer à tout le monde et c'est complètement différent, c'est vrai. Ouais, C'est presque grâce à des éditeurs comme toi oh là, attention la fleur que je te lance, mais c'est peut-être grâce à des éditeurs comme toi que on va changer des fois justement des effets de mode en se disant: «Ah bah tiens regardez, cet éditeur il a proposé un jeu qui est très long et c'est pas dans la en ce moment c'est pas la mode mais ça a fonctionné. Ah bah, peut-être que on va s'y lancer aussi. ouais, Peut-être que tu vas permettre justement à des gens de se lancer. Et d'ailleurs, on nous dit en commentaire, c'est hyper intéressant, mais c'est vrai que Res Arcana à l'époque était en face, donc c'était en 2020, il a gagné l'As d'or, face à It's a Wonderful World, oui, Gloomhaven et Root, qui sont ouais, pas des petits jeux. oui, tout à fait Enfin, je veux dire. et on voit quelque part, il y a eu il y a eu une évolution des jeux retenus par le jury sur l'As d'or. Moi, alors je connais pas très bien les membres du jury, je connais un certain nombre de personnes qui ont été membres du jury. Je suis
absolument convaincu que, il y a très peu d'influence, commerciale, éditoriale Ouais, ou lobby, qui influence le jury de l'As d'or. C'est-à-dire que je pense que le jury de l'As d'or donne vraiment le prix aux jeux qu'ils ont préférés, point barre. ouais, Voilà. Peu importe le format, peu importe, l'éditeur, peu importe, ouais, les affinités, etc. Ouais, et je trouve ça intéressant parce que, c'est pas forcément le cas, d'un prix comme le Spiel des Jahres, qui tient compte d'un certain nombre d'autres facteurs sur l'attribution de leur prix. Voilà, donc ok, qui peuvent être, la taille de la boîte, qu'a sorti le jeu, sa capacité à se lancer dans une production massive du jeu pour, oui, accompagner, l'élection du jeu, qui a reçu le prix et cetera, quoi. Donc et je parle en connaissance de cause puisque, nous, on avait gagné le prix, le Spiel des Jahres avec, Ticket to Ride à l'époque. Donc je pense pas que la ch ça a forcément évolué puisque c'est il y a longtemps, mais je pense pas que ça ait changé fondamentalement de politique éditoriale. C'est-à-dire je pense que l'As d'or a encore cette fraîcheur, on va dire, cette liberté de pouvoir dire: «Non, non, on file le prix à machin parce que, on adore leur jeu et qu'on pense qu'ils méritent le prix». Voilà. Donc quand un Behind récupère le prix, et ben, non, la question c'est pas de savoir, est-ce qu'ils ont soudoyé le jury, la question c'est la réponse est: «Non, ce jeu mérite ce prix parce que le jury a décidé que, ce jeu était excellent, quoi, et qu'il méritait d'être découvert». Enfin voilà, et du donc coup, il y a eu l'aventure Res Arcana, il y a ouais, eu, l'aventure aussi, Res Arcana Duo. Res Arcana Duo, c'était il y a 2 ans ou l'année dernière? Je ne sais c'est plus. l'année dernière. C'est C'était l'année l'année dernière? dernière. On a eu, après Res Arcana, on a développé un jeu, Lost Empire, qui a eu un succès beaucoup plus mesuré, on va dire. Mais on savait aussi que, le jeu était peut-être un peu plus difficile, pas difficile d'accès, mais ça fait partie de ces jeux où il faut faire jouer les gens pour arriver à les convaincre, parce que des jeux de civilisation, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont très, très bien, et donc pourquoi, jouer celui-là alors qu'on en a déjà 4 sur l'étagère, quoi? Et qu'en plus, comme tous les gens qui ont beaucoup de jeux chez à la maison, j'en ai 4 sur l'étagère et en plus on n'y joue jamais, parce que, bah, en fait, des jeux, j'en ai 1 400, quoi, Oui, c'est sûr. donc voilà. Trouver Donc le on savait que c'était un peu plus risqué. mmh, Néanmoins, nous, on aimait beaucoup ce petit, cette petite simplification extrême du jeu de civilisation à base de lancer de dés et de mini, arbres de développement, et donc voilà, et puis ça m'a donné l'occasion de travailler avec Jérémy Fleury, à l'illustration, et j'attendais que ça. J'avais déjà travaillé avec lui, par le passé sur Yamatai, et c'est quelqu'un dont j'aime beaucoup, l'approche, voilà, et je voulais, lui proposer spécifiquement de bosser, à l'aquarelle. Donc, j'avais une petite idée en tête du petit challenge que je voulais lui proposer quand on a créé la ligne graphique du jeu, et donc j'étais super content de pouvoir, bosser avec lui, quoi. c'est chouette parce que du coup, aussi par le biais de cette casquette Sandcastle Game, bah, tu te fais aussi des petits plaisirs et ça, c'est trop bien. En fait, je pense que ça rajoute du cœur et de l'âme au jeu et c'est hyper important. Alors oui, oui, c'est quand même notre point de départ, dans les jeux qu'on édite, c'est on veut se faire plaisir. Faut pas que ce soit, faut vraiment pas que ça devienne, douloureux ou, Oui, chiant, ou qu'on se lasse. Si on se lasse, on arrête, enfin, on fera autre chose, ouais. quoi. Et donc oui, oui, c'est une société qui est un peu construite il y a une petite vision hédoniste de l'édition, quoi, on est là pour se faire plaisir, et voilà. Château Rossignol a connu un petit peu le même parcours. C'est-à-dire que c'est un jeu qui a été découvert. J'ai découvert le prototype, sur les conseils de Bruno.
Catala, Bruno Catala, ouais. donc Bruno Catala. À l'époque, on cherchait un troisième jeu pour étoffer, enfin pour faire la suite, quoi, c'est quoi l'aventure à suivre? On en parle à Bruno, et Bruno il dit: «Ah, je travaille sur un truc, avec un couple d'amis», il dit: «Bah, si ça t'embête pas, montre-nous le proto». Il nous fait jouer au proto. Moi, je me dis: «Ah, c'est vraiment bien, quoi, ça me plaît énormément». Je montre ça à mon partenaire, on se met d'accord, on fait une proposition, contractuelle, à Bruno et à Eliott et Jérémy, Freil, qui sont ses co-auteurs. Alors c'est peut-être même, je vous renvoie à ce qu'ils peuvent dire eux, sur la genèse du proto en lui-même, mais bref, à la fin, le jeu est co-signé, par eux. Et puis on commence à définir, son format, sa taille, et moi immédiatement je me dis, «Ah, j'aimerais bien bosser avec Vincent». Vincent Vitré, ouais. J'avais bossé avec Vincent sur d'autres jeux, et en fait à l'origine, à l'origine ce jeu était un jeu sérieux de samouraï et de ninja. Voilà, c'est-à-dire OK. que Elliott et Jérémy avaient fait un voyage au Japon, qui les avait beaucoup marqués, et je peux pas leur jeter la pierre parce que moi c'est un pays que j'adore. Enfin, il y a une convergence de goût aussi pour le thème, tu vois? Mmh. Et donc ils avaient tiré de ce voyage au Japon, l'anecdote des planchers rossignols, et ils l'avaient converti en jeu. Et donc quand ils nous ont présenté le jeu était, très, réaliste, très, des vrais ninjas, des vrais samouraïs, et cetera. Et Tu puis peux nous rappeler ce que c'est les planchers alors Rossignol pour les celles et ceux qui savent pas ce que c'est? Voilà, les planchers rossignols sont des planchers qui font du bruit, et qui sont alors Volontairement. dans les châteaux, et c'est pour pouvoir savoir que quelqu'un est en train de se déplacer dans le château. Donc c'est, le légendaire autour de ça, c'est que, ça permettait d'éviter, que, des assassins se faufilent dans le château et aillent, tuer le seigneur ou piquer des trucs durant la nuit. Donc quand on marche dans le château, ça grince, voilà, et ça grince, et donc on sait que quelqu'un est en train de se déplacer. Bon, certaines Ils se vieilles basent maisons, là-dessus et on le peut comme jeu ça, est on peut créé prétendre que sa vieille baraque, toute pourrie, qui a des planchers qui grincent, c'est en fait un château japonais, hein. Mais donc ils en ont tiré cette méca de jeu où il y a, ce petit piège qui est choisi par un des 2 personnages et qui est la condition pour pouvoir aller attraper l'autre. Donc ils nous font jouer le jeu, moi j'adhère, et puis en faisant tester le proto à deux trois potes, il y a, une copine qui dit, «Ouais, putain, moi les trucs samouraïs, je chinois, ouais, ninja, les samouraïs, c'est enfin voilà, le j'en ai thème me marre, plaît pas». j'ai ma dose. Voilà, le thème me plaît pas, les orientalismes, ça me parle pas, le jeu est bien, mais tu peux pas faire autre chose que des ninjas et des samouraïs. Je fais: «Bah, là, en l'occurrence, c'est quand même un jeu qui est drivé par son thème, quoi, donc la mécanique Oui. découle du thème, donc ça va être compliqué». Et comme ça, à la volée, je lui dis: «Mais si c'est des chats, qui viennent piquer, des trucs, et que, le samouraï, c'est un panda?» Elle me dit: «Ouais, pourquoi pas, ça passe mieux déjà, mais bon, les chats, chibi, gentils, japonais, il y en a 15 000 quoi, des chats comme ça, quoi». Je dis: «Non, attends, 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 moi je te parle de chats à la Black Sad, quoi». C'est-à-dire que Black Sad qui est une BD, avec des animaux anthropomorphes, mais qui racontent des vraies histoires dark, et je lui dis: «Ben, si les chats, ils ont des sales bouilles, quoi, qu'on sente que, Ouais, enfin, ils ont vécu à la dure. si on rend le truc un peu, si on a une approche un peu adulte et pas kawaii, du Mmh. truc». Elle me dit: «Ouais, pourquoi pas». Et ça commence à me trotter dans la tête, et je me dis: «Ouais, c'est peut-être bien pour assouplir un peu le thème et le rendre un peu moins rigide». Alors certes, c'est des jeux avec des chats et des chats ninjas, il y en a 15 000, donc immédiatement tu te rends compte que, c'est pas une idée du siècle, c'est juste une autre façon. Néanmoins, moi j'aime bien le côté, il faut qu'il soit un peu inquiétant, j'aime bien l'idée d'aller vers Black Sad. Donc Oui. et puis en même temps, je voulais bosser avec Vincent.
Donc je contacte Vincent, je lui parle de l'idée, je lui donne la piste, et je lui dis: «Et j'aimerais bien qu'on ait quand même un petit référentiel, graphique, japonais, fort». Et on papote, de ce qu'il aime, de ce que j'aime, des références graphiques qu'il a et qui l'inspirent. Et très vite, on tombe d'accord sur le fait que, les trames, d'impression, des mangas années 70, enfin Ah oui. de ce qui était l'ancêtre des mangas, c'est chouette. On aimerait bien que ce principe graphique, il apparaisse visuellement dans le jeu, et en même temps qu'on ait des codes visuels un peu modernes, qu'on ait des couleurs fortes, qu'on ait des ambiances fortes. Bref, on arrive assez vite à converger, sur, l'ambiance qu'on veut, et puis, ben, voilà, on aboutit très, très vite sur le style que Vincent a employé pour ce jeu-là. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai un peu tendance enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours travaillé en donnant un petit peu des directives assez larges aux illustrateurs, parce que je veux qu'ils aient une valeur ajoutée créative. Je veux qu'ils se fassent plaisir. Je veux qu'il y ait suffisamment de zones d'ombre pour qu'eux puissent dire: «Ah tiens, je le ferai comme ça, tiens, je vais partir dans cette direction-là», Ouais, et cetera, et ouais, cetera. OK. Faut qu'il y ait une vraie proposition derrière, quoi. Voilà. Et le truc que moi, j'ai un peu, sur lequel j'étais un peu, insistant, c'est que je voulais qu'il y ait un tampon. C'est-à-dire que je voulais que le titre du jeu ressemble à un tampon, japonais, tel qu'on les trouve dans les gares, dans les temples quand on va au Japon et qu'on tamponne son carnet. Parce que moi, j'ai des carnets de tampons que j'ai fait au Japon, et que, je voulais qu'il y ait cette petite référence de, «Vas-y, on tamponne, quoi». Le Ouais. logo, c'est un tampon, il rentre à moitié sur le côté de la boîte, il est de traviole, et du coup, si pour ceux qui sont allés à Cannes et qui ont éventuellement vu, les dédicaces, ben, les dédicaces, elles se font, avec des tampons. Tu vois? Alors, on ne le voit pas, mais voilà, ça c'est un Ouais, c'est un beau. un tampon, Château Rossignol, qui est fait pour dédicacer, quoi. C'est-à-dire qu'on tamponne dans la boîte comme on tamponne les carnets de voyage au Japon. Donc, donc là-dessus, Vincent m'a suivi. Il a fait un travail de ouf ma boule. Enfin, moi, je trouve que la boîte, elle a une bonne bouille. Ah ouais, elle est Elle super. raconte bien l'ambiance, elle raconte bien l'histoire. Et puis en même temps, elle est assez efficace. Quand elle est dans un linéaire ou sur une étagère, elle est bien lisible par rapport aux autres. Et donc, bah, je suis très content, du résultat. Ben, c'est Vincent, hein, en même temps, hein. Quand même difficile de faut vraiment lui sabonner la planche pour que le résultat soit pas bon avec Vincent Dutray, donc Et tu disais au début, tu me montrais en off que donc vous aviez décidé de tout ça, de la DA, de l'univers, machin, et tu me parlais aussi du format de boîte, que le format de boîte avait changé, oui, qui était plus petit au oui. début. Alors je peux te remontrer parce que je les ai là. Ça, alors on va essayer de faire quelque chose de visible. Si je Bah me ça, t'as le mets format, t'as le donc format de boîte de taille standard. voilà, ça, j'ai disparu, je suis un ninja, j'ai Tu, réapparu, la tu caméra es ne un comprend vrai rien. ninja, Voilà, ça c'est le format de boîte telle qu'elle s'est éditée à la qu'elle fin, est vendue dans le d'accord? Donc commerce. celle qui est, et en fait, notre premier format de boîte, c'était un format chibi. C'est un petit format de boîte, beaucoup plus petit par rapport au format sorti. Alors pourquoi est-ce que c'est le genre de questions que nous on se pose? Parce qu'on se pose des questions, très, prosaïques du style, «Tiens, je vais partir en week-end avec mes potes ou avec ma copine ou avec mon copain, et on va mettre quelques jeux dans la valise. On prend Ouais, quoi? On prend quoi?» Et il y a forcément un moment, un arbitrage qui est sur: «Ouais, mais attends, ce jeu-là, il est vachement bien, mais il est trop gros, quoi. ouais, bien sûr. On peut en prendre 2 autres, dans la valise, en plus de celui-là». Donc, nous, on raisonne le format de la boîte aussi en fonction, de cet aspect pratique de, je veux le transporter, je veux le stocker facilement, c'est un jeu à 2, et effectivement, la taille compte. La taille compte, mais je dirais même en termes de jeux de société, c'est à l'inverse. C'est-à-dire que si on peut avoir un format un peu plus petit et transportable, pour une certaine typologie de joueurs de jeu, ça compte.
bien Je sûr. parle pas d'un legacy. Un legacy, le Non, jeu, bien il est sûr. énorme, de toute façon, il faut que la boîte, elle soit le reflet de l'aventure, énorme qu'on va Qu'on va vivre te proposer, ouais, avec bien le sûr. legacy. Donc, mais sur un jeu à 2, qui est un format un peu spécifique, et cetera, c'est bien d'anticiper le fait que, bah, les gens vont vouloir se balader avec, quoi. Donc, je l'emmène en week-end, si ça fait la taille d'une grosse boîte carrée, de 285, les boîtes standards, on va dire, d'un Catane, bah, je vais pas le prendre parce que ça prend trop de place dans mes bagages. Donc voilà, la promesse enfin la taille doit être, Et au euh, final, ouais, le format de la boîte, là, j'ai une boîte avec moi. D'ailleurs, moi, j'ai le format presse que j'ai reçu dans un furoshiki. Le furoshiki qui est un emballage cadeau japonais, j'allais dire, ouais, qui est vraiment trop beau. Enfin, ça, c'est vraiment trop bien. Et ça garde l'esprit du Japon, mais pas le Japon kawaii zinzin, plutôt traditionnel, plutôt... et ça fonctionne bien, je trouve, hein. Ah oui, ouais. et la dernière fois que je l'ai ouvert, d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais j'ai éternué. Ah bon? Je te jure. Ça- ça- Je te jure, Peut-être j'arrivais quelqu'un plus à parlait de m'arrêter toi. d'éternuer, je sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est bon, maintenant je suis immunisé, je peux la réouvrir, j'ai aucun problème. Mais au niveau du format de la boîte, je reviens, ça reste quand même, au niveau du format, c'est pas une grande boîte, enfin, c'est une grande petite boîte. Oui, mais il y a je pense que, alors nous, on est un peu, je sais pas, il y a peut-être, on est un peu sur le spectrum, comme on dit. On a tendance à se poser des questions du style, est-ce que le format est en adéquation avec la durée du jeu, avec la complexité que propose le jeu, tu vois? On essaye quand même d'avoir un vocabulaire, même s'il est c'est pas un vocabulaire graphique, qui ait une cohérence forte entre, l'expérience proposée, la complexité de l'expérience proposée et que ça se reflète ou pas dans la taille de la boîte, Bah, c'est vrai que tu envoies un message. donc C'est la c'est première interaction que tu as avec les gens, donc si ta boîte elle est immense, les gens vont se dire: «Ah mais c'est un gros jeu compliqué avec beaucoup de matériel». Et c'est vrai c'est que ça, plus un jeu est minimaliste en termes de matériel, plus on a la sensation que ça va être simple, ce qui est pas toujours vrai, parce un jeu de pli, ça peut être très compliqué tout et à être fait. juste des cartes, comme un jeu complètement zinzin à la Défi Fou où tu as plein de matos, il y a plein de matos, mais c'est pour faire des trucs qui sont très simples finalement, donc Ouais. ça se justifie pas toujours, mais C'est un peu en fait, ce que n'importe quel éditeur, souhaite, enfin je me permets de parler, pour la profession, mais maintenant, contredisez-moi, il y a pas de problème. C'est que, tu veux que les gens donnent leur chance au jeu que tu leur proposes. Donc en fait, quand tu montres un jeu à quelqu'un, tu as pas envie que sa réaction par mmh. défaut, ce soit: «Oh, ça a l'air super compliqué, non, je préfère pas essayer». Tu veux Oui, que bien sûr. les gens se disent: «Pourquoi pas?» Même si il semble que le jeu est un peu complexe par rapport à ce qu'ils ont l'habitude, ce qu'ils aiment et cetera, tu veux pas, les détourner, de la possibilité de rencontrer le jeu. Alors après, je peux revenir un petit peu en arrière. Res Arcana, qui est un jeu quand même un peu, qu'on peut qualifier d'expert dans une certaine, mesure, Oui. après tout dépend ce qu'on met derrière le mot expert, mais ne peut pas faire la promesse d'un jeu simple visuellement. C'est-à-dire que si tu habilles Res Arcana en donnant l'impression que le jeu est vraiment super simple, tu vas voir, là aussi, tu vas te retrouver confronté à des joueurs qui disent: «C'est vachement plus compliqué que ce que j'imaginais», et il y a un problème de cohérence entre, visuellement ce que tu es en train de dire aux joueurs et l'expérience qu'ils vont avoir. Donc c'est pour ça que Res Arcana est riche, très illustré, qui a une volonté de faire presque un fac-similé, d'un jeu qui médiéval, dans une certaine mesure. C'est parce que quelque part le jeu doit aussi dire: «Attention, je suis peut-être un peu compliqué, venez, il faut qu'il soit à la fois accueillant et qu'il soit pas mensonger sur ce qu'il va proposer comme expérience derrière». Ça, c'est évidemment, tout ça, c'est passé au filtre, de ses goûts personnels, de la volonté de l'éditeur. Des fois, on essaye de dire quelque chose et puis en fait, le message passe pas, mais c'est pas très grave. Il y a une intention, on essaye, c'est tout ce qui est de l'ordre de la communication, presque, empirique, tu vois? Bien sûr, hein.
où, on est dans le ressenti. Ce qu'on essaie de faire ressentir aux gens qui découvrent le jeu avant même de l'ouvrir et bah, c'est pour moi, c'est pas pour moi. J'essaye ou j'essaye pas. C'est ça va me plaire ou Mais ça va pas me plaire? c'est là toute la difficulté. Alors, on l'a dans plein d'autres biens culturels, hein, c'est sûr, mais dans un jeu de société, tu te dis, toi, t'es pas là pour l'expliquer. Donc, il faut que sur le devant de ta boîte, tu un visuel qui soit, entre guillemets, accrocheur, Ouais, qui parle aux gens à qui c'est destiné. Il faut qu'aussi au dos, il y a le fameux trois étapes de, ouais, voilà, maintenant, dans les boutiques, pour que les gens puissent conseiller le jeu, de plus en plus, on a ce principe de trois étapes de, voilà, en trois sections, est-ce que je vais comprendre le jeu? Là, dans Château Rossignol, on dit on choisit une carte action et une tuile plancher Rossignol. Le ninja, il doit se faufiler dans l'ombre et choper 5 trésors. Le samouraï, il doit essayer d'attraper les ninjas avec le plancher Rossignol qui grince. Et globalement, là, on comprend déjà si ça va être pour nous ou pas. On sait que c'est un jeu pour deux joueurs. En fait, toutes ces infos-là, hein, la durée de partie, tu le disais avant, mais le visuel joue beaucoup, le format de boîte joue beaucoup, le temps de partie. Quand je lis 2 heures, je me dis, ok, ça va pas être la même expérience de ouais, jeu qu'un jeu de 20 minutes. L'âge aussi. Tiens, 14 ans, d'accord, on est sur quelque chose qui demande peut-être plus de background en jeu de société qu'un jeu à partir de 8 ans. Et de joueurs, ok, mon expérience, ça va être vraiment du 1 contre 1, c'est complètement différent qu'un jeu qui peut se jouer à 12. Je sais que ça va pas être la même chose. Donc tous ces indicateurs, déjà, ça permet d'aider et de conseiller. Après, il faut pas oublier, heureusement que vous avez des gens dans les boutiques pour vous expliquer, oui, vous aider, bien vous conseiller. sûr. Heureusement. Mais c'est vrai que ce premier geste qui va être pour quelqu'un de voir le jeu en rayon, parce que, par exemple, ton visuel est penché, et prendre la boîte en main, déjà, Ouais, c'est hyper dur. Et il y a la même chose, ce que je disais dans d'autres biens culturels, que ce soit dans la littérature, un bouquin. Qu'est-ce que c'est dur, en fait? bien T'as une sûr. couverture de livre, t'as un pitch derrière, mais c'est hyper dur de donner un peu de ressenti à ce que tu vas vivre comme expérience dans un livre, quoi. Bah, l'offre dans ces gammes de produits culturels, je veux dire les produits culturels édités, on va parler, livres, BD, jeux de société, l'offre est pléthorique. Il y a énormément de jeux qui sortent. Donc la question c'est comment j'arrive à, en n'étant pas présent dans la boutique, c'est-à-dire en ne sachant pas dans quelles circonstances les gens vont croiser mon jeu, mon livre ou ma BD, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont s'arrêter dessus et qu'ils vont découvrir que ça existe? D'autant plus que, ben, Sand Castle ne fera pas de pub télé, voilà. Et donc en plus, on a une fenêtre de visibilité qui est un peu réduite parce qu'on n'a pas forcément, les moyens, d'un très, très gros éditeur ou d'un très, très gros distributeur. Donc tout ça, ça s'arbitre au moment où la personne est confrontée au jeu, que ce soit chez quelqu'un, que ce soit dans une ludothèque, que ce soit dans une boutique, que ce soit en salon. Et qu'est-ce qui fait qu'elle s'arrête et qu'elle regarde? Voilà, déjà, attraper l'attention de la personne et ensuite, ensuite moi je suis assez fan de magie, au sens manipulation. Ensuite, c'est un tour de magie. C'est-à-dire que, il y a une promesse, il y a un prestige. Donc la promesse, c'est, «Regardez ma boîte, elle est séduisante, et elle va vous raconter ce qui va se passer pendant le tour de magie» et le prestige, c'est, tu joues à la partie, et effectivement, la promesse que je t'ai faite de passer un bon moment et ça va te plaire et que ça va correspondre à tes attentes, ben, j'ai respecté ma promesse. Donc le prestige est à la hauteur de la promesse. Ça marche comme ça, un jeu de société, moi je passe mes soirées, ou mes week-ends à jouer à des jeux que je découvre et à chaque fois je me dis: «Est-ce que le jeu a réussi à, et c'est très personnel comme réponse, hein. J'ai aucune prétention de dire, que mon jugement est, est vaut pour tout le monde. Mais est-ce que le jeu a rempli un petit peu son but, quoi? Est-ce qu'à la fin, je me dis: «Ah ouais, c'était bien», mais de toute façon, je l'avais vu en regardant la couverture que ça allait être bien, quoi, tu vois? Est-ce que, Ouais, parce que ça, il y a rien de pire que de prendre un jeu, de se dire, en plus, d'être séduit par la boîte, d'acheter le jeu, et des fois, on ouvre même la boîte, on se dit, ah, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Ça, déjà, ça peut exister. En jeu, on peut avoir une expérience différente. Et ce que je trouve fou aussi, c'est que je sais pas si toi aussi ça te fait ça, mais comme tu as eu un peu d'affect pour le jeu, tu as envie de l'aimer, et du coup, même si il correspond pas trop à tes attentes, comme tu as été séduit à un moment et qui t'a charmé,
tu dis: «Non, mais ça va, c'est quand même bien» et puis tu as fait l'acte d'achat, donc il y a un truc où tu as déjà une relation avec le jeu, donc même s'il remplit pas toutes tes attentes, il y a un truc un peu de: «Non, non, mais en fait, ça Oui, va, c'est quand même bien» alors, voilà, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais il y a en plus, je rajouterai une dimension qui est il y a une temporalité parce que moi, il y a des jeux, je viens de recevoir mon Puerto Rico édition collector de la mort qui tue, etc., etc. Et j'en ai déjà 5 éditions de Porto Rico, donc qu'est-ce que je suis allé me racheter un Porto Rico, quoi. Sauf que, bah, c'est un jeu avec lequel j'ai eu une histoire d'amour dans le temps, qui a correspondu à des moments pour moi importants, dans mon parcours, personnel ludique. Et c'est un jeu que je continue à aimer, et donc quelque part, il y a ce petit côté aussi, il y a des frappadins qui font une version collector, il faut quelque part, euh, récompenser l'initiative de continuer à faire vivre ce jeu, qui est un amour de jeunesse, quoi. Donc, ouais, il y a quelque part, il y a quelque chose dans la relation au jeu qui est de l'ordre de l'irrationnel qui est un peu la même chose que quand on aime fondamentalement quelque chose, quoi. Ah non, mais Euh, clairement, je suis absolument et je suis d'accord. d'accord avec toi que ça peut se construire et ça se construit dans la validation de son choix, voilà, et c'est des biais, hein, c'est des biais. Ma bagnole, c'est la meilleure bagnole du monde parce que c'est la mienne et je l'ai achetée. Donc, enfin, tu vois, je caricature, mais il y a ce petit côté, évidemment qu'elle est bien puisque c'est celle que j'ai. Enfin, Bah oui, c'est, non, mais c'est, clairement. il faut du recul ou il faut quelque part une grosse déception pour invalider un choix qu'on a fait, et qui est un choix où il y a forcément une composante irrationnelle. Il y a forcément un moment où on a envie d'aimer les choses. Enfin, il y a des jeux que j'avais envie d'aimer, et qui m'ont déçu. Et finalement, en étant objectif, c'est pas forcément le jeu qui est décevant, c'est moi qui en attendais autre chose, quoi. Tu vois, donc, Oui, c'est une très belle phrase, ça. dans Château On... Rossignol, il y a une particularité, c'est que c'est un jeu, moi pendant très longtemps, quand on faisait tester le jeu, la réaction intuitive après la première partie, c'est tu t'es pris une fessée par le joueur avec qui tu joues et tu dis: C'est complètement déséquilibré. C'est vachement trop facile de jouer le camp d'en face. Voilà. Et donc, ça a été ça a été un facteur de discussion, tu vois, cette impression de fin de première partie, qui peut se traduire par je me suis pris une grosse claque, c'est pas possible, le jeu est cassé, quoi. Il y a un truc qui va pas. Et Moi, j'ai... donc, si tu inverses les positions immédiatement après, et que le joueur qui jouait le ninja se met à jouer le samouraï, etc., et que tu rejoues le jeu parce que c'est possible, les parties peuvent être rapides et il n'y a pas forcément ce sentiment de ah, c'était bien joué à autre chose, tu peux rejouer ou tu es un peu dans la niaque de il faut que je me refasse. Tu te rends compte qu'en fait, non, en fait, le jeu est pire que ça, c'est qu'il est capable de te dire en fait, c'est toi qui es nul. Enfin, t'es pas bon. Alors, comme il y a des composantes un peu hasardeuses, derrière, tu peux dire ouais, non, mais j'ai pas de bol. Enfin, tu vois, voilà, les cartes sortent pas dans le bon sens. Puis t'as été marché sur vert, alors que la logique aurait voulu que tu ailles sur rose. Donc, non seulement tu es illogique, mais moi, j'ai pas de chance dans les. Mais ce jeu a cette petite caractéristique quand tu te prends une claque, tu as envie d'arriver à la conclusion que comme le jeu est asymétrique, il Ouais. y a peut-être un problème de réglage et que s'il y a un problème de réglage, ben, ça te désengage de ta responsabilité d'avoir perdu, etc., etc. Donc là-dessus, ce jeu peut induire une certaine frustration. Mais je pense que la frustration dans les jeux de société est un moteur. Je Alors, suis voilà. assez d'accord, je suis Donc, assez d'accord. c'est la raison pour laquelle on ne veut pas, enfin nous, en tant qu'éditeurs, et je parle pour nous, encore une fois, la conclusion peut être tout autre pour quelqu'un d'autre. On veut que les jeux aient un petit facteur frustrant, quoi. Qu'on se dise, Et ah, j'ai perdu, bah, mais il y a le goût de reviens-y qui se génère de bah attends, vas-y, j'ai envie de réessayer. Et aussi un truc que tu dis et qui est très juste, c'est que moi, sur mon expérience des jeux,
C'est très rare que je me fasse un avis au bout d'une partie parce que je le sais que et surtout sur un jeu asymétrique où là, ça a encore plus de valeur, je trouve, c'est que ma première partie, je la vis, de manière spontanée, j'essaye des choses, je vois ce qui se passe et en fait, après ma première partie, je sens dans quelle direction le jeu veut m'emmener et les erreurs que j'ai pu faire ou le fait que je est-ce que je suis nul? Est-ce que j'ai trouvé quelque chose, que j'ai envie de faire plus tard? Est-ce que voilà, il y a tous ces trucs-là qui sont générés chez moi et du coup c'est pour moi, c'est quasi systématique de devoir faire une deuxième partie. Dans Château Rossignol, tu l'as dit, c'est asymétrique. Il y a des gens qui jouent les chats, qui vont devoir voler des trésors et les pandas qui vont devoir les protéger. Donc forcément, les mécaniques sont sensiblement différentes, même si on utilise des actions. D'ailleurs, on va montrer un petit peu après le contenu de la boîte. Ouais, Mais c'est vrai que d'autant plus tu as envie d'essayer l'autre. Parce que tu joues, tu dis: «Ah mais ton rôle il est trop facile, vas-y je vais le prendre». Hop, ah ouais. bah tu encore perdu. Finalement c'est peut-être pas le rôle. Ça c'est terrible quand même. C'est là qu'on finit par se fâcher, voilà, plus jamais se parler. Non, non, mais oui, c'est un peu le truc avec ce jeu, il génère une certaine tension, et c'est ce qui nous a plu. C'est que les fins de partie peuvent être extrêmement tendues. Ça peut se jouer à, tu fais le bon move à la fin et tu gagnes, et que le jeu fonctionne en entonnoir. C'est-à-dire qu'au début, les ninjas ont l'embarras du choix sur ce qu'ils peuvent faire et donc ça déconcerte le samouraï qui est un peu en mode, bah, ouais, mais là, tu peux partir à gauche, à droite, partout, mais plus le jeu avance et moins le ninja a d'options et donc plus le samouraï peut lui, avoir des fulgurances et des petits moments de: «Et là je te chope au collet», quoi, tu vois? «Ah mais oui, mais bon, il y a plus que 2 vases à récupérer». Bah ouais, mais mec, tu t'es gavé au début, maintenant c'est à mon tour, d'être un peu, d'être de donc il y a une espèce de bascule, du barycentre de l'initiative. En début de jeu, le ninja est à l'initiative, il a un boulevard, il peut aller n'importe où et puis à un moment, ses choix se resserrent, et le samouraï prend l'initiative sur le ninja. Et ça aussi, c'est une des petites caractéristiques de ce jeu qui fait qu'il a une petite courbe narrative, qui monte vers une tension, forte, quoi. Et donc ça aussi, ça nous plaît. C'est-à-dire que nous, on cherche des jeux qui, quelque part, ont une courbe d'intensité. C'est-à-dire que où le jeu va monter vers un climax et se terminera sur une petite apothéose, quoi. Ah, ton apothéose, on va se calmer, hein, C'est c'est non mais mais tu vois mais la bascule, je l'ai exactement eu. C'est-à-dire que, la première partie que j'ai faite en tant que ninja, j'avais l'impression d'être surpuissant et de réussir, sans problème à faire mes coups et puis en fait, on progresse, j'ai de moins en moins de choix, c'est de plus en plus compliqué. En plus, finalement, j'avais trouvé un trésor et hop, on me l'enlève. Ah ouais, d'accord et donc il y a un truc un peu de OK, en fait, à tout moment, la vapeur peut totalement basculer, se retourner ouais, et tu te dis: «D'accord, donc en fait, il faut jamais vraiment se reposer dans ce jeu parce que à tout moment, ça peut se jouer à très peu, ce que tu ouais, ouais, disais juste avant, quoi». effectivement, on peut se faire serrer en tant que ninja, sur, une erreur, un mauvais choix, une mauvaise lecture de ce que, le samouraï est en capacité de faire ou, quand on connaît bien le jeu, ça aussi, alors moi, c'est un truc que j'aime bien dans les jeux, mais il y a pas une courbe d'apprentissage colossale dans ce jeu-là. Néanmoins, quand on joue contre des gens qui connaissent les cartes en face, qui connaissent les pouvoirs, en face, qui ont mémorisé ce que le mec avait déjà joué, pas encore joué, et cetera, on est capable d'anticiper que si le samouraï a tel objet en main, à tel moment, là, ce que je suis en train de faire, c'est, m'offrir à lui. Il y a un petit côté, je sais où tu en es, je sais ce que tu es en capacité de faire potentiellement, donc j'en tiens compte dans mes choix de déplacement et de positionnement. Donc ça, moi j'aime bien. J'aime bien quand, alors attention, hein, c'est pas Res Arcana, hein, c'est pas, Res Arcana, quand on fait découvrir le jeu à quelqu'un et qu'on a, 50 parties derrière soi, on va le déchiqueter, et il faut bien le prévenir que c'est normal. Mais c'est comme un Magic, quand on fait une partie de démo et qu'on fait découvrir un Magic à quelqu'un et qu'on est joueur, vétéran, il y a pas photo. On sait qui va gagner, mais on n'est pas là justement pour jouer le jeu vraiment. On est là pour l'apprentissage, quoi. Donc, dans Château Rossignol, c'est moins clair.
Parce que, parce qu'il y a je suis capable de prédire ce que tu vas faire. Ah, j'ai eu une bonne intuition. Ah, voilà, donc on peut très, très bien, avoir du fil à retordre, enfin se prendre un joueur qui découvre le jeu et qui donne vraiment du fil à retordre, quoi. Donc néanmoins, quand on connaît le jeu, on connaît le jeu, quoi. On connaît la Et vitesse à laquelle se passent les choses sur le plateau et donc on a une meilleure lecture de ce qui va se passer. Et j'allais, rentrer un peu plus dans le principe du jeu. Donc on a dit, il y a un clan qui jouera les chats, chapardeurs, les ninjas et en face les pandarous qui seront les samouraïs qui vont défendre justement ce château avec des petits planchers qui craquent. Le principe, tu peux nous le rappeler, Oui, les différentes actions qu'ont, les différents clans? oui. Alors le joueur ninja va faire rentrer ses ninjas un par un dans le château. C'est-à-dire que les 3 ninjas ne seront jamais en simultané dans le château. Ils vont, et grosso modo, hein, si on veut simplifier en langage jeu vidéo Super Mario, on a 3 vies, hein. Le ninja, il a 3 fois l'opportunité de piller le château, et bah, si tous les ninjas se font arrêter, ben, il a perdu. Le samouraï, lui, ne sort jamais du château, il est tout le temps là, il est chez lui, il y a aucune raison qu'il disparaisse et puis il est bien trop balèze pour les ninjas, hein. C'est-à-dire que si aucun ninja ne peut le prendre de face, c'est gagné. Donc le samouraï, lui, son travail, ça va être d'arrêter les ninjas. Les 2 joueurs ont, un petit deck de cartes, qui leur est spécifique. Les cartes sont vraiment différentes, en fonction qu'on joue le ninja ou le samouraï et c'est un jeu de programmation. C'est-à-dire que les joueurs vont avoir 3 cartes en main, ils en choisissent une et ils la placent face cachée sur le petit plateau de programmation et en plus de ça, le samouraï, lui, va avoir, des petites planches qui représentent les couleurs de plancher. À chaque tour, il va en choisir une parmi celles-là et il va la poser face cachée. C'est le plancher, la couleur qui va déclencher le plancher rossignol si le ninja marche dessus à ce tour-là. Donc, une fois que les programmations sont faites, le ninja va jouer en premier. La particularité du ninja, c'est que d'abord, il va toujours jouer l'action qui est posée sur la carte avant de jouer son déplacement. Il doit se déplacer obligatoirement de l'intégralité des déplacements qu'il a et le ninja se déplace dans les ombres. Qu'est-ce que ça veut dire se déplacer dans les ombres? C'est qu'il n'est pas visible par défaut par le samouraï. Pour pouvoir l'attraper, le samouraï doit le faire sortir de l'ombre. Donc, lorsque le ninja va se déplacer, il va utiliser ces petits pions qui représentent des traces de pattes de chat, qui indiquent au samouraï que le ninja est en train de se déplacer dans cette zone-là du château. Et lorsque le ninja se déplace, il va égrener ces petites traces de pattes de chat pour dire tiens, j'avance dans cette direction-là. À chaque fois qu'il change de couleur de plancher, il doit laisser au samouraï l'opportunité de lui dire ah, stop, tu t'arrêtes là maintenant, parce que tu viens de marcher sur le plancher rossignol. Tant qu'il n'a pas marché sur le plancher rossignol, rien ne se passe, il poursuit son déplacement. Lorsqu'il a terminé son déplacement, on laisse les traces de place sur le plancher. Au tour d'après, il repartira d'une de ces traces de pattes de chat. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de repartir de la dernière qu'il a posée, il peut repartir de n'importe laquelle puisqu'il est caché dans l'ombre. Il peut être n'importe où dans cette zone-là, parmi ces traces de pattes de chat. Ça, c'est le déplacement du ninja. Les actions qu'il peut avoir consistent à regarder les vases, piocher des objets. Chacun des deux a des objets, un set d'objets en particulier. Il peut ouvrir ou fermer des trappes qui sont les trappes qui sont les passages secrets sur le plateau. Donc, vous l'aurez compris, le ninja se déplace case par case. Il a la capacité d'emprunter les passages secrets et de se faufiler d'un passage à l'autre, qui le téléporte d'un bout à l'autre du plateau. Il ne peut pas emprunter les passages qui ont été fermés. Et quand il passe sur un vase, il le prend, il regarde son contenu et il s'en empare. Pas de bol, ce vase-là est vide. Mais il y a parmi tous les vases posés sur le plateau 6 reliques colorées, des petites statuettes. Lorsqu'il s'empare d'un vase, il le garde avec lui. Dès qu'il a récupéré 5 vases, il gagne la partie.
Le samouraï, lorsque le samouraï se révèle, il commence par faire ses déplacements, ensuite il fait son action. Là aussi, ses actions peuvent être de prendre un objet qui va se mettre dans sa réserve et il pourra utiliser cet objet-là à son tour. Il va pouvoir regarder le contenu d'un vase, déplacer le contenu d'un vase, et cetera. La différence entre le samouraï et le ninja, c'est que si le ninja se déplace de case en case, le samouraï se déplace de zone colorée en zone colorée. C'est-à-dire que pour lui, un déplacement, c'est un changement de zone. Donc, le samouraï peut traverser le plateau à très grande vitesse. Parce que lui, il n'a pas besoin de se dissimuler dans les ombres, il est là pour choper le ninja, donc il court à travers le château. Donc, il y a un enjeu de lecture pour le samouraï comme pour le ninja, c'est à quelle distance on est l'un de l'autre. Est-ce que le samouraï, si par hasard il n'a pas joué une carte qui a un très gros déplacement, il peut rusher et être sur le ninja très très vite. Alors, je parlais de cette histoire de sortir des ombres. Pour que le samouraï puisse arrêter le ninja, il faut que le ninja soit sorti de l'ombre. Pour sortir le ninja de l'ombre, il faut qu'il ait marché sur un plancher rossignol. Donc, néanmoins, le samouraï a d'autres trucs à faire, même si le ninja n'est pas sorti de l'ombre. Lorsque le ninja sort de l'ombre, la case sur laquelle il a déclenché le plancher rossignol, on retire toutes les traces de pas et on pose la figurine. Le tour du ninja s'arrête immédiatement, immédiatement, quels que soient les objets qu'il ait en main, quoi qu'il ait à faire, son tour est fini. Et le tour du samouraï commence. Et donc là, le samouraï va se déplacer. Il a son déplacement pour choper le ninja. Un, 2, il est sur le ninja, il l'a attrapé, c'est fini. Si à ce tour-ci, le ninja avait ramassé durant ce tour un vase, le samouraï récupère l'objet. Parce que c'est normal, le ninja, il a sur lui, il n'a pas le temps de le sortir et de le planquer dans un coin. Et ça fait perdre au ninja temporairement un vase, parce que le samouraï va le replacer sur le plateau. Une autre chose que peut faire le samouraï, c'est fermer les passages secrets. Lorsque le samouraï marche sur un passage secret, il pose une petite trappe dessus. Le ninja ne peut plus l'emprunter. Donc il va réduire les options de ninja de déplacement du ninja au fur et à mesure du jeu. Si jamais il ferme tous les passages secrets, il capture automatiquement le ninja, parce qu'il n'a plus aucune issue par lesquelles s'enfuir. Donc il capture le ninja actif dans le château, et on fait ensuite rentrer un second ninja. Alors il y a une petite phase de remise de reset. On va retirer une trappe par plateau pour que le ninja ait un point d'entrée, etc., etc. Mais il y a cette pression, elle est forte. Si le ninja prend trop de temps, le samouraï va fermer les trappes et il chopera les ninjas sans même avoir besoin d'aller les attraper sur place. Donc voilà. Donc, j'ai un peu résumé le jeu. Les déplacements sont asymétriques. Tous les objets qu'ont les joueurs sont asymétriques, peut-être hormis un ou deux. Et les objets sont extrêmement puissants. Et, donc, c'est une donnée forte dont qu'il faut prendre en compte durant le jeu. C'est qu'il y a des objets qui peuvent vraiment être extrêmement efficaces dans certaines situations. Donc, dans certaines situations, alors Bruno a été assez. Ils n'ont pas quantifié les deux auteurs, hein, quelles étaient les interactions qu'ils avaient, mais Bruno a été très très présent sur les réglages, la détermination forte de la mécanique. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent, le jeu a un petit goût de Mr. Jack. Qui est un jeu pareil asymétrique de double guessing, hein, la mécanique de je vais essayer d'imaginer que tu vas aller là, mais comme tu penses que je pense que tu penses que je te pense, bah, je vais mettre violet. Mais c'est un jeu qui est assez, qui a des composantes un peu traditionnelles. Par contre, effectivement, une de ses caractéristiques fortes, c'est qu'il est vraiment asymétrique. C'est que vraiment, on joue d'un côté ou de l'autre du plateau, on n'a pas la même sensation de jeu, on sent des limitations qui sont pas du tout les mêmes. Enfin, c'est assez marrant de voir à quel point on se préoccupe pas vraiment de la même chose, mais qu'il faut garder en tête ce que l'autre en face est capable de faire, parce que ça impacte fort les choix qu'on va faire nous. Quand le ninja est à portée de capture du samouraï, on joue pas le ninja de la même façon que quand on est à l'autre bout du château et que de toute façon, même si on est révélé, il n'arrivera jamais à venir vous attraper, quoi.
Et ce qui est fou, c'est que au niveau le côté un peu guessing, bluff qu'on peut avoir avec, le tapis, en se disant: «OK, toi, en tant que ninja, tu t'es, mis dans un endroit où il y a beaucoup de tapis bleus», par exemple. Je dis: «Ah, du coup, je suis sûr que tu vas mettre le tapis bleu parce que si je me déplace là, ça va craquer. Bon, bah, du coup, mais peut-être que tu vas comprendre que je veux aller vers le tapis bleu pour aller chercher ça, donc peut-être que je vais aller dans le rose et ça t'y pas penser. Ou alors peut-être que tu vas penser que je vais penser que et il y a cette dimension-là où on peut faire un peu de bluff dans Bien le sûr. jeu et on a eu une partie où, vraiment, au début, le samouraï n'arrivait jamais à avoir le bon tapis pour Bah, coincer ça le ça arrive. ninja, mais ça n'a pas empêché qu'il gagne à la fin. Ah oui, oui, Vraiment pas. complètement, complètement et ça dépend du rythme du jeu, ça dépend des choix du ninja, ça dépend de, est-ce que le samouraï, peut fermer vite ou pas, les trappes? Hein, il y a vraiment d'autres paramètres qui font qu'il y a pas qu'une seule façon de gagner, il y en a plusieurs. Alors, ce que tu dis est intéressant parce que dans cet exemple, par exemple, imaginons que je joue le samouraï, je me dis, «Je verrais bien le ninja, je sais pas pourquoi, aller chercher le vase qui est en haut, là, celui qui est sur le orange». Bon, il va passer par du bleu, mais je connais le ninja, je sais qu'il peut dépenser un de ses objets pour sauter par-dessus une case et pas marcher dessus. Donc je me dis, si il va pas prendre le risque de marcher sur bleu, c'est trop compliqué, il va sauter par-dessus. Donc je piège quoi? Je piège rose ou je piège orange? Voilà, je piège rose ou orange. Parce que il va claquer son jeton, il va essayer de sauter. Il marchera pas sur bleu, c'est trop dangereux pour lui. Et à l'inverse, si je joue contre un joueur qui est un peu expérimenté et qui sait que je peux sauter par-dessus, est-ce que, Le bah, tu vois, typique. est-ce que je rentre dans une espèce de boucle de, ouais, il se dit que je vais sauter par-dessus bleu. Donc du coup, je vais marcher sur bleu et il va Mais peut-être piéger que rose ou je vais orange. sauter au-dessus du jaune pour arriver sur le bleu et prendre l'autre Voilà, vase. Et en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que après on se regarde comme ça. Et le jeu n'interdit pas d'ailleurs les interactions de bluff, hein. On ah, bien peut sûr. absolument. Moi, j'aime beaucoup jouer à ce jeu comme ça, en disant, je vais aller chercher le vase ici. C'est celui-là que je vais prendre. Et en fait, en créant ça, déjà, tu crées tout de suite de. Attends, mais tu me dis ça pourquoi? Parce que tu vas pas le chercher? Ou tu me le dis, mais tu vas le chercher, mais tu vas me faire un pouvoir qui fait que du coup, tu vas réussir à le rattraper, machin. Cette sensation-là, elle est un peu drôle et on peut créer cette ambiance un peu de filou qui va aller shipper de Alors, manière maligne. tu peux effectivement, faire le malin et faire des annonces, hein, ce qui est rigolo, hein. Là, je vais aller choper ce vase-là et tu le fais effectivement. Il y a aussi un truc, c'est que plus le jeu avance, plus le ninja, a chaud aux fesses, plus ça devient compliqué pour lui et il y a des moments où, des fins de partie extrêmement tendues où le ninja n'a pas le choix. Il faut aller chercher le vase, il faut aller chercher ce vase-là et pas un autre. Et évidemment, Samouraï se met en coordonnées d'interception et c'est à ce moment-là que, le ninja, est capable de faire des trucs de folie en, sautant par-dessus la case, chopant le vase en passant, enfin, des trucs quand on les convertit mentalement en: «Mais c'est quoi l'action exactement qui vient d'avoir lieu?» C'est lié à une conjonction de: «Si j'ai pas cet objet-là, j'ai perdu la partie». C'est-à-dire que si je ne pioche pas l'objet qu'il me faut pour pouvoir, empêcher le samouraï de bouger au moment où je vais attraper le truc, j'ai perdu. Enfin voilà, donc moi j'ai joué plein de parties où, alors c'est un peu plus après on le gère comme on veut, mais un peu comme aux échecs. C'est-à-dire qu'on peut dire en fin de partie à son adversaire: «Tu as gagné». Tu as gagné, je ne pourrai pas finir. Voilà, voilà, j'ai dépensé trop d'objets pendant le jeu, tu m'as retiré l'objet qu'il me fallait pour gagner là maintenant, voilà donc alors Bah, c'est pas toutes c'est les ouais. parties mais Il y a des retournements de situation, je le disais avant, donc au niveau des pouvoirs, effectivement, chaque équipe a son lot de tuiles, et parmi les samouraïs, si le plancher craque, il a un pouvoir de défausser un vase. Ce qui fait que ta condition de victoire, des fois, qui était presque remplie, du coup, tu passes de «il me faut plus qu'un vase» à «finalement, il m'en faut deux», et les deux qui restent, ils sont hyper loin, et en fait, d'un coup, il y a un truc qui se passe
de retournement de Ouais. situation qui est un peu comme dans un film où tu as l'impression que tout est joué, mais en fait non, parce que et Oui, du coup, il se oui. passe ce truc-là un peu fou. Et c'est d'ailleurs, c'est une des, sources de frustration de ce jeu, il y en a plusieurs, mais c'est, j'ai mon petit plan, il est ficelé, tu vas voir, j'ai tout ce qu'il faut là, j'ai mon enchaînement et le mec en face il fait: «Tiens, je vais te défausser cet objet» et c'est terminé. Ton plan, il est bon à jeter aux chiottes parce que l'objet que tu as, ben, c'était l'objet qu'il te fallait pour faire ton truc, quoi. Moi, j'aime beaucoup les objets de ninja, complètement improbables. Il y a des griffes qui permettent de sortir, par, une façade et de rentrer par une autre façade, voilà, des griffes d'escalade ninja, voilà, tu sors par un mur, tu repasses par l'autre fenêtre et en général, quand tu le joues, tu as toujours le samouraï qui fait: «Ouais, non, mais forcément, avec des objets comme ça, comment tu veux que, j'y arrive?» Enfin ça Mais crée l'autre, des il a la ça même crée chose. des moments de frustration un peu extrêmes des fois, et puis on sait aussi que quand on a un peu de pratique et qu'on a un peu joué au jeu, on sait que c'est balèze, mais ça fait pas gagner. C'est mais il y a un petit moment de flamboyance. Il y a le petit moment où, eh, là, tu m'as pas vu Ouais, c'est vraiment sortir, tu m'as pas vu rentrer, je suis content de mon coup, quoi. Et on nous alors, dit j'ai vu passer une question, est-ce qu'il y aura une oui? version BGA? Je ne sais pas, j'espère. Moi, j'aime bien que les gens puissent jouer au jeu, ailleurs que sur un support, Bruno a pas mal de jeux sur BGA, donc je pense pas que Bruno, ça lui pose le moindre problème qu'il y ait un portage BGA. Jérémy et Eliette, je pense qu'ils sont d'accord. Maintenant, il faut qu'on voit avec BGA, comment, quand, comment, par qui, voilà. Ils ont un modèle un peu particulier là-dessus sur les portages, mais moi j'aimerais bien qu'il y ait une version BGA, quoi. Et c'est vrai qu'on nous a dit au niveau de alors, il y a, dans le chat qui nous disait: «Oui, c'est vrai que ça fait penser aux Lettres de Whitechapel aussi, où il y Tout a à fait. un joueur qui se déplace sur la carte en tant que Jack pour éviter, échapper au lieu de ses crimes et ils doivent le coincer». Le La comparaison avec Mister Jack, hein, qui Oui, est oui, la bien même. sûr, bien sûr. On nous parlait aussi de la DA, au niveau des vases et c'est vrai que je me suis fait la même réflexion. Les vases qui ont du coup une forme, de goutte pour Oui, créer vue du dessus un peu en isométrique qui oui. est hyper réussie, quoi. Bah, alors, c'est à l'origine, j'avais fait des petites boîtes, carrées, comme les boîtes laquées japonaises, vues du dessus, c'était un peu, ça me paraissait logique dans la thématique que ce soit des boîtes carrées laquées et en fait, quand on les posait sur les cases, elles posaient un problème, c'est qu'on avait du mal à lire la couleur de la case derrière. Donc ça gênait, ça créait une petite zone de frottement de lisibilité immédiate. Et donc, on a cherché une autre forme. On a cherché une forme ronde, mais on avait du mal à comprendre au premier regard que c'était des vases. Et là-dessus, c'est Vincent qui m'a dit: «Ah, et si je les bascule?» et cetera. On a fait une tentative et tout de suite, on s'est dit: «C'est super chouette, vas-y, ah, c'est gagné». Voilà. Donc c'est un peu comme ça et d'ailleurs, les vases sont en perspective, mais pas les trappes. Donc crée ça crée visuellement un petit truc qui met en valeur, qui permet de distinguer ces 2 éléments fortement puisqu'ils ont pas le même mode de représentation et en fait, c'est pas gênant. Voilà, ça aurait pu, mais c'est pas gênant, quoi. On nous pose la question aussi sur les figurines. Il y a des gens qui ont trouvé qu'elles étaient peut-être moins détaillées, moi je trouve qu'elles sont hyper réussies les figurines. Je Alors vois il y a pas il ce y que vous a disiez. il y a une raison là-dessus et je peux vous expliquer pourquoi. Les technologies, employées pour mouler des figurines, ont un impact très fort sur le prix unitaire des figurines. Les figurines, qui sont, des figurines de figurinisme, qui sont dédiées à la peinture, et cetera, ne sont pas injectées de la même façon et avec les mêmes matériaux que ceux qu'on a utilisés nous dans ce jeu-là. Il y a une raison, c'est que nous on voulait qu'il y ait des figurines dans le jeu. On voulait que, les joueurs OK. manipulent des figurines et on voulait que le jeu, soit pas trop cher. Et figurines et jeux pas trop chers, c'est très antinomique comme définition. Donc Oui, on parce que là, a le jeu est vendu sur notre site à 22,95 €. on Donc c'est a vraiment on pas a cherché on a cherché comment on pouvait maintenir le fait d'avoir des figurines et on voulait absolument que nos 3 ninjas soient différents
Parce qu'on aurait pu dire, bah, on réduit les frais de moule en n'ayant qu'un seul moule de Ninja et et cetera. Mais on voulait vraiment que les 3 ninjas aient des petites bouilles différentes pour qu'on comprenne bien que c'est pas 3 fois le même perso, quoi. Et donc tout ça, ça a conduit, naturellement à un arbitrage de coûts qui était la technologie qu'on peut employer pour mouler des figurines, garantir qu'on ait de la variété, que le prix soit bas. Donc c'est un espèce de, c'est une espèce de formule de réalisme financier qui permet de maintenir, malgré tout ce qu'on veut faire et l'expérience qu'on veut fournir. Donc c'est pour ça que les figurines, elles sont sur une injection plastique pas hyper détaillée, mais qui maintient un prix, raisonnable. Donc ça explique le Aujourd'hui, pourquoi. tu parlais de aujourd'hui au niveau des thématiques, les formats et cetera. Par rapport au prix, là, on est d'accord qu'en tant qu'éditeur, tu es obligé de suivre les tendances du marché et de t'inspirer de ça parce que c'est vrai que c'est maintenant comme ça, les jeux sont de moins en moins chers avec toujours, plus de matos, de brillance, de machin et de bons, ça c'est quelque chose qui rentre beaucoup dans le développement du jeu, de se dire: «Est-ce qu'on est obligé de faire l'impasse sur, je ne sais pas, un matériel ou sur, quelque chose pour que ça rentre dans une gamme de prix?» Alors J'imagine que c'est un gros je vais débat. faire une réponse de Normand là-dessus. Je vais faire une réponse de Normand. Aujourd'hui, quand on est un tout petit éditeur, quand on est, sans Castle Game aujourd'hui, il y a une donnée fondamentale, qui est: est-ce que le distributeur veut bien distribuer ton jeu, oui ou non? D'accord? Donc ça, c'est les mêmes logiques que les logiques d'internet. D'accord? Le distributeur est devenu, une entité, fondamentale, une plateforme une passerelle fondamentale, et son opinion a barre sur tout le reste. C'est-à-dire que si il y a eu une époque où, les distributeurs distribuaient les jeux qu'on leur donnait à distribuer, et aujourd'hui, on a une époque où il y a tellement de jeux que le distributeur va arbitrer quel jeu il va distribuer. Donc, quand on est un éditeur de taille moyenne, on a une certaine, surface, on peut discuter, on a du poids vis-à-vis de son distributeur, et cetera, et cetera. Lorsqu'on est un tout petit éditeur, on a moins de poids. Lorsque le distributeur dit, «Moi, ton jeu, j'y crois pas, et je veux bien t'en prendre 1 500 boîtes pour te faire plaisir», il vient de te répondre: «Je préférerais ne pas le distribuer». Parce qu'il sait très bien que 1 500 boîtes, ton point d'équilibre financier, il est pas atteint. Donc c'est une autre façon de te dire: «Je ne distribuerai pas ton jeu». Tout en étant courtois, en disant: «Je veux bien, mais je prendrai pas de risque». D'accord? Ceci étant posé, le distributeur va te dire: «Ce jeu, il doit être dans telle gamme de prix», et là aussi, c'est une suggestion très forte de sa part. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que si moi je lui dis, Château Rossignol, je pense que le jeu est très bon et que, son juste prix c'est 35 €, la réponse du distributeur, ça va être: «Très bien, mais je vais en prendre 500 parce que je pense que on ne les vendra pas à 35 €». Donc on on est dans un processus de négociation, qui mélange, à quel point l'éditeur croit en son jeu, à quel point, il est prêt à faire des frais pour le développer, à quel point le distributeur imagine que le jeu est dans cette gamme de prix, à quel point il insiste pour que, le prix moyen de vente soit celui qu'il imagine être le bon. Tout ça, quelque part, ça va driver le prix final du jeu. Mais, et je veux qu'il y ait un contrepoint, d'abord, ça se fait rarement, c'est jamais un bras de fer, hein, on travaille en intelligence avec le distributeur. Et le deuxième truc, c'est que, on peut très bien dire à son distributeur: «Tu sais quoi? Je vais me faire distribuer par Amazon. Mon jeu ne sera disponible que sur Amazon, et je vais aller voir Amazon Retail, négocier avec eux le prix de mise en vente. Les marges vont être structurées différemment parce que, ben, je viens de chanter 2 personnes, hein, il y a plus de distributeurs, il y a plus de retailers, hein. Quand tu fais ça, tu as construit ton channel de distribution de façon différente et ça peut arbitrer le prix de ton jeu différemment, et ce que tu auras comme sous gagné à la fin différemment aussi. Ça a aussi un impact sur la structure de tes contrats avec tes auteurs.
Aujourd'hui, le pourcentage qui est donné à l'auteur est extrêmement, dépendant, enfin, ce que l'auteur va gagner in fine est très dépendant du prix de vente final. Lorsque tu restructures la façon dont le jeu va être distribué, tu peux très bien dire à tes auteurs, «Non, je vais donner 12 du prix de vente parce que, bah, il y a 2 intermédiaires en 1 et on peut se répartir, l'argent», voilà. Donc c'est une question très complexe. C'est une question où il y a pas forcément de bonne réponse. C'est une question où les éditeurs apportent des réponses différentes. Je prends il y a certains éditeurs qui, malgré tout, veulent travailler avec des boutiques parce que pour eux, c'est important. Nous, on en fait partie. Voilà. Maintenant, il y a des éditeurs qui vont me dire, «Moi, j'aurais adoré que mon jeu soit distribué par, tel distributeur qui n'en a pas voulu. Parce qu'on n'était pas d'accord sur le prix de vente, parce que, il me proposait des quantités trop faibles» et cetera et cetera. Bah, c'est un peu comme dans Jurassic Park, hein. Faut se méfier, la vie trouve toujours un chemin, hein, un éditeur trouve toujours un moyen de commercialiser son jeu, même quand il a pas réussi à passer par les canaux de distribution traditionnels. Donc, c'est un jeu où, le distributeur a du poids, mais, la réponse que peut lui faire l'éditeur, c'est, «Très bien, on va faire différemment» et tu ne seras Donc, plus donc là, dans ouais, l'équation. oui, c'est Tu ne seras pas dans l'éditeur, parce l'équation. que c'est vrai que le distributeur aussi, il a son expérience du marché et il va essayer d'être force de proposition auprès des éditeurs en leur disant, attention, si ton jeu coûte plutôt ce prix-là, peut-être qu'il a plus de chances de se vendre et donc du coup, les quantités, elles pourront être plus grandes parce que voilà, c'est du conseil libre aux Oui, éditeurs ensuite de choisir, de se dire, bah, moi je suis pas en accord avec ça et je préfère passer par autre c'est chose. ça. Et c'est ce que tu dis, c'est typiquement, il y a des solutions si un éditeur veut sortir un jeu. C'est pour ça qu'aussi, sur notre site, on a des marketplaces où c'est des gens qui décident de créer leur jeu et de le distribuer eux-mêmes et même de s'occuper de la livraison. Donc, il y a vraiment plein d'alternatives possibles. Là, on parle sur le circuit entre guillemets traditionnel Oui, de distribution du jeu de société. C'est l'éditeur qui va distribuer son jeu par un intermédiaire qui est distributeur. tout Et à fait. ensuite, le distributeur va vendre à des boutiques comme nous, Philibert, pour vendre ensuite le jeu. Bien Donc sûr, ça, c'est entre guillemets le circuit traditionnel. Mais il y a énormément de circuits alternatifs, bien tu en as sûr. parlé, ou via Kickstarter, d'autres choses, quoi. voilà. Exactement, le Kickstarter notamment, qui est hyper connu maintenant. Alors, si je peux me permettre, je sais que, je déborde un peu sur le temps, mais il y a un dernier truc que je voulais dire et qui me paraît fondamental. Enfin, moi, à titre personnel, c'est un de mes chevals de bataille. On fait, le jeu de société, c'est un produit culturel, d'accord? Un produit culturel, par essence, c'est quelque chose dont vous n'avez pas besoin dans votre vie quotidienne. Au même titre que, à la différence, par exemple, du papier toilette ou, du sopalin. Vous pouvez vous donc lorsqu'on achète un jeu de société, on l'achète pour ce qu'il est, pour ce qu'il va nous apporter comme plaisir. Donc, encore une fois, quand j'achète du papier toilette ou, du liquide vaisselle, le premier prix fera très bien l'affaire parce que je dois en acheter et je ne peux pas m'en passer, j'en ai besoin. Lorsque on achète un jeu de société, on ne l'achète pas forcément parce que c'est pas cher. On l'achète parce qu'on veut jouer à ce jeu-là. Moi, j'achète un bouquin de Stephen King parce que je veux lire un bouquin de Stephen King. Si à côté, il y a un bouquin de Clavel qui est 2 fois moins cher que le prix du bouquin de Stephen King, j'achète pas le bouquin de Clavel quand même. Parce que ce que je veux lire, c'est Stephen King. Donc, le et c'est très compliqué, c'est très enfin, je pense qu'il faut garder en tête ça, que on a un devoir de résultat quelque part parce que les gens dépensent leur argent pour acheter nos jeux et c'est quelque part un engagement de leur part. Donc, il faut qu'on soit, qu'on fasse le maximum pour, que, ce qu'ils aient acheté leur fasse plaisir et qu'ils aient l'impression que que c'était de l'argent bien dépensé, d'une part, et d'autre part, il faut pas oublier que les gens achètent aussi nos jeux parce que c'est nos jeux qu'ils veulent acheter et pas celui d'à côté. Alors encore une fois, il y a des gens qui viennent en boutique et qui achètent un jeu pour offrir, c'est un cadeau, ils y connaissent rien, ils se font conseiller, et puis il y a peut-être une différence de 5 € entre celui-là et celui-là et que, bah, ça tombe bien, ils vont mettre plutôt 20 balles plutôt que 25. Ça arrive, il y en a des achats comme ça.
Mais si je veux vous vendre 3 jeux dont vous avez rien à faire, qui sont en déstockage et qu'ils vous coûtent 15 balles, alors que pour le même prix, vous pouvez avoir le jeu que vous voulez, je suis pas sûr que vous allez acheter les 3 jeux que vous voulez pas. Vous allez quand même Bah, une acheter le jeu que vous phrase, voulez. que dit souvent, je vais citer Étienne qui disait: «Acheter un jeu, pas un prix» et c'est vrai que c'est ce que tu dis. Là où je trouve qu'il y a une petite nuance à apporter, ça va être sur les jeux qui sont pas chers. Je m'exprime, par exemple, sur Château Rossignol, pour moi, mais après j'ai probablement tort, hein, c'est possible, qui coûte 23 ou 26 euros pour moi, ça sera pareil, ça se vendra de la même Mmh, manière. Je pense pas qu'il y ait des gens, pour ces 3 euros, qui vont faire la diff. Par contre, sur un jeu à 10 euros ou à 7 euros, là, c'est pas la même chose parce que on peut avoir un achat spontané et moi, je le vois ça un peu comme une gourmandise, un petit apéritif de se dire: «Tiens, c'était pas prévu, mais comme c'est pas cher, je vais l'acheter» et oui. là, ça peut être déterminant parce que je l'achète justement par rapport à son prix et je pense que c'est là où il y a un vrai débat, c'est de se dire que sur les petits jeux, oui, ça peut être important d'avoir un prix qui est bien défini. À partir de 20 euros, je pense que tu as plutôt raison. Les gens, s'ils ont prévu de l'acheter, ils l'achèteront. Et c'est C'est pas une ça. différence de 3 euros qui va tout changer. Je Alors, pense, ce mais qui ce qu'il f ce qu'il faut garder en mémoire, moi je suis des 2 côtés, je suis des 2 côtés de la frontière. C'est-à-dire que, j'ai 1 400 boîtes de jeux chez moi. C'est un problème d'espace que nous partageons tous, hein, oui, donc donc moi, je fais partie des gens qui ont dépensé beaucoup d'argent dans les jeux de société, et qui donc, vont être contents de payer un Château Rossignol, 22, au lieu de 27 parce que bien c'est sûr, bien toujours 5 sûr. balles de moins. Par contre, moi je suis aussi éditeur, et j'ai à cœur que mes auteurs vivent de leur création. Parce que, c'est ce qui va leur donner envie d'en refaire, c'est ce qui va leur donner, enfin, c'est important de ne jamais oublier que dans le prix qu'on paye du jeu, on est en train de quelque part de témoigner de sa reconnaissance, de la qualité du jeu auprès de l'auteur, et de tous les intermédiaires l'éditeur, l'illustrateur. C'est ce qui fait que Vincent Dutray, travaille dans le jeu de société plutôt que de faire des BD, parce qu'il pourrait faire des BD ou faire des illustrations pour des romans. Mais non, son domaine de prédilection, c'est les jeux de société, parce qu'il arrive à en vivre. Donc, encore une fois, les 5 balles de différence qu'il y a, entre 22 et 27, c'est ça bénéficie à tout le monde sur la chaîne et honnêtement, si vous jouez au jeu 30 fois chez vous, c'est la différence marginale que ça représente au rapportée à la partie est minime. Voilà, c'est pas 5 balles qui fera la différence. Donc, dites-vous aussi que, lorsqu'un jeu, a l'air un peu cher, mais que quand même, vous pouvez vous le permettre, on n'est pas en train de vous voler. Vous êtes en train de récompenser l'auteur. Vous êtes en train de faire en sorte que l'auteur se dise: «Eh, c'est chouette, il faut quand même que je garde mon métier à côté, mais c'est une incitation pour que lui continue à transformer ses idées en protos, que les éditeurs continuent à transformer les protos en jeux édités, que les boutiques continuent à mettre à disposition les jeux édités, aux joueurs et que les joueurs puissent rentrer dans une boutique en se disant: Mais «Regarde, il y en a 4 000, mmh. je ne sais que choisir». Donc Mais c'est vrai que voilà, ça aussi, c'est aller au-delà de ça. C'est vrai que Kickstarter, je trouve, a beaucoup posé ce débat de quand j'achète un jeu, je dois en avoir pour mon argent. Avec ce côté, plus je dépense des sous, plus la boîte sera de la méritrache avec beaucoup de contenu, etc. Mais c'est ce qu'on cherche aussi des fois, hein, d'avoir beaucoup de matos parce que ça nous fait plaisir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance des fois, à tort, de rapporter un jeu à son matériel sans valoriser les idées, le travail, la conception qui sont derrière. Et des fois, c'est triste de se dire qu'on peut avoir des gens qui disaient, typiquement, je sais pas moi, un loup-garou, ça c'était le débat à l'époque, un loup-garou de tierce-lieu, plein de gens disent, ça ne sert à rien d'acheter le jeu. On connaît la règle, on peut utiliser des mmh, bouts de papier et ça marche très bien. Et ils ont absolument raison. Et s'ils voilà. peuvent pas se permettre d'acheter le jeu, ça les empêche pas de pouvoir quand même jouer au jeu avec le matériel. Et ça, je suis absolument d'accord avec ça. Mais il faut garder à l'idée de valoriser aussi les personnes qui ont créé le jeu, qui ont Bien sûr. créé un support, etc. Je vais conclure avec une anecdote ou sauf si on se dit encore des choses après.
Hervé Marly, qui est l'auteur un des co-auteurs des Loups-garous, a sorti un jeu de bluff qui s'appelle Skull and Roses, qui est un Maintenant, jeu. c'est juste Skull, ouais. Maintenant, c'est Skull. C'est un jeu minimaliste de bluff. Donc, quand on ouvre la boîte, quand on voit le contenu, quand on vous lit la règle, elle est, voilà, c'est minimaliste absolu. Moi, quand j'ai rencontré Hervé Merli pour la première fois de ma vie, il y a 32 ans, il m'a dit: «J'ai un proto, on va le tester». Ça lui a pris 25 ans à régler Skull. Tous les ans, il arrivait avec un nouveau proto, et qui était un jeu de roulette russe à l'origine, et ça lui a pris, mais 25 ans. Donc, si tu veux, la rentabilité créative pour lui de jeu, c'est-à-dire que s'il avait dit je vais le faire ce jeu pour en vivre, c'est une rigolade, quoi. Donc, ce jeu, il est minimaliste. Il a mis 20 ans à émerger, plus de 20 ans à émerger. Il y a, c'est le processus pour certains jeux, ça met un temps infini, ça a l'air évident à la fin, mais c'est comme tous les trucs évidents, le problème, c'était de le formuler et de le construire et de l'épurer et d'arriver à l'essence même de ce qu'on voulait faire dans un état satisfaisant. Donc, créer un jeu, ça peut être hyper rapide et ça il peut y avoir une espèce de fulgurance, l'auteur, il a sa vision, il la pose, tout est presque réglé, et c'est un truc, c'est une épiphanie. Ça peut être un processus qui prend des années et honnêtement, les jamais l'auteur ne pourra, prétendre en vivre, voudrait en vivre. Donc in fine, le juste prix, bah, c'est pas forcément le temps passé au développement du jeu, parce que, à la fin, il va pas vendre Skull pour 20 ans de développement. Donc, et surtout, le juste prix, c'est le jeu avec lequel vous jouez et qui vous plaît. Moi, j'ai des jeux, je les ai achetés, je les ai ouverts, j'ai fait une partie, ils m'ont coûté 35 balles, c'est beaucoup trop cher. J'aime pas le jeu, il est 35 € trop cher par rapport à ce que je l'ai payé. Donc, à l'inverse, j'ai des jeux, je les ai usés jusqu'à la corde, à 15 balles, je l'ai payé 10 balles parce que c'est un petit jeu de cartes. J'en ai acheté 6 boîtes. Je les ai toutes usées et je leur ai payé 20 balles, ça continuerait à avoir le prix que ça représente pour moi en termes d'agrément et de bonheur que ça me procure. Donc la vraie valeur des biens culturels, c'est très compliqué parce que c'est relatif. Oui, bien sûr et c'est vrai que dans d'autres, biens culturels, justement, là, par exemple, on disait, il y a des gens qui auraient été capables de mettre plus cher pour avoir une version, entre guillemets, «améliorée» de Château Rossignol. Ouais, Mais en fait, c'est des choses qui existent déjà, que ça soit, bah, tu le disais juste avant, tout à l'heure, avec ta version, de luxe c'est quoi? Non, pas Porto Rico. Si? oui, c'est Porto Rico, ouais, Porto c'est Rico, là. voilà. Donc tu vois, parce que toi, en fait, c'est tellement quelque chose qui te plaît que, bah, tu es prêt, en fait, à Ouais, aller avoir des versions collector et cetera. Dans le livre, dans le jeu vidéo, ça existe, les versions de bien luxe sûr. de tu as le jeu, tu peux y jouer, te faire ton expérience et tu peux acheter une version de luxe qui va coûter plus cher avec une reliure dorée, avec des illustrations alternatives et cetera, où tu vas mettre plus cher pour avoir quelque chose de plus, voilà, plus quali parce que ça correspond peut-être plus à ce que toi tu as envie. Malheureusement, tous les éditeurs ne peuvent pas proposer des Bien sûr. alternatives. Si ça se trouve, un jour, on aura ça, on aura et c'est ce qu'on a déjà sur les jeux qui se vendent très bien. Au bout d'un moment, on a une version de luxe qui arrive Ouais, parfois parce que, bah, voilà, le jeu est très bien et on se dit: «Bon, maintenant qu'il a son succès, allons-y, faisons une version vraiment avec des super pions, avec des trucs calés et cetera pour améliorer ou en tout cas, peaufiner l'expérience de jeu». Mais pour moi, ça, c'est autre chose, c'est vraiment une autre proposition. Mais c'est alors vrai moi que moi, peut-être je qu'un l'ai jour on y toujours viendra, fait. hein. D'abord, à titre personnel, moi, je l'ai toujours fait. C'est-à-dire que j'ai des jeux dans ma ludothèque qui sont des rip-off de jeux que j'adore, que j'ai fait en exemplaire unique et que j'ai, rethématisé pour le ramener dans un thème qui me parlait plus. Donc j'ai des versions de Au Pierre du Dragon, qui sont dans des coffrets en bois avec, des vrais gemmes dedans, parce que, j'avais un plaisir énorme à faire une version, de luxe du jeu et que je faisais pour moi, quoi. Enfin, à titre personnel, j'ai jamais fait des séries
Et j'ai travaillé sur, Small World, c'est moi qui ai fait alors j'étais pas tout seul évidemment, mais c'est moi qui ai bossé, sur la DA de la version, collector de Small World que Days of Wonder avait fait à l'époque, en Kickstarter. Et honnêtement, c'est un kiff énorme de donner vie à un truc un peu, exagéré, tu vois? Oui, oui, non, mais Évidemment bien sûr, évidemment, la plupart des gens clairement. qui jouent à Small World, ils iront jamais mettre le prix que ça coûte, pour acheter une boîte en bois qui va prendre la poussière, avec, tout en figurines dans le jeu. Mais quand on est fan d'un truc, bah, on est fan d'un truc, quoi, et après, le seul point d'arrêt, c'est est-ce que je peux le stocker, est-ce que je peux le payer? Mais oui, oui, il y a des je pense qu'il y a un marché pour ça et c'est ce que fait, Awaken Realms, sur les, Agricola, sur Porto Rico, et il y a des et effectivement, il y a un marché, il y a des gens qui sont prêts à mettre autant d'argent pour ça. C'est une petite série, c'est un objet qui est un peu unique. C'est comme quand on achète, une figurine, Marvel, un peu collector, qui est numérotée signée. On se fait C'est plaisir, exactement ça. c'est déraisonnable, Et on n'en nous, a pas besoin, mais ouais. c'est chouette de l'avoir, quoi. Nous, on s'en rend compte dans les accessoires. On a de plus en plus de fabricants aussi qui font des accessoires, que ce soit des pièces métal pour des jeux, que ça soit des meeples en bois ou des figurines justement en résine pour certains jeux. Parce qu'en fait, il y a des gens qui se disent, bah en fait, j'aime tellement ce jeu, j'y joue tellement que bah plutôt que d'avoir des punchs, je vais prendre des pièces en métal, etc. Et ça fonctionne aussi pour ça, parce que bah t'upgrades ton jeu parce que tu sais que tu joues beaucoup avec. Moi, j'avoue que tous mes Seven Wonders, j'ai des pièces en métal dedans, Ah parce bah que oui. j'adore en fait claquer l'argent, que ça fait gling gling. C'est Ouais, super en mais expérience de jeu. ouais, je suis un Jackie jeu de société, moi. Ah, les jackies PC, ils mettent des néons dans leur PC. Moi, je mets des petits traits en bois sur les jeux que j'aime beaucoup. J'achète les versions en pièces 3D des petits jambonneaux, des petits animaux sur certains jeux. Voilà, parce que ça me fait plaisir de jouer avec une version upgrade, parce que et honnêtement, quand tu t'aperçois que tu as payé 8 fois le prix du jeu en pièces supplémentaires que tu as mis dans ton jeu, que tu as pimpé dans ton jeu, là, tu as payé ton jeu 40 balles, et puis tu en as pour 120 balles de pièces en bois dedans pour remplacer tous les tokens. Mais oui, c'est pas raisonnable, mais on s'en fout, c'est pas la question. La question, c'est je me suis fait super plaisir, j'ai un jeu qui est pimpé. Et oui, oui, tu me demandes à moi si demain on peut faire des versions Château Rossignol avec les plateaux en bois, et que les couleurs de plancher soient des vraies marqueteries ou des essences de bois différentes, et que quand tu manipules tes petites lames de plancher, ce soit des vrais trucs en bois tu vois, qui teintent quand tu les as l'une sur l'autre, et cetera. Ouais, mais go quoi, go! Et des figurines livrées peintes. À un moment, on voulait que les figurines soient livrées peintes. Alors pas surpeintes, pas de folie, mais on aurait aimé que les petits ninjas, ils aient des petits yeux verts, hein, derrière voilà, donc on est naturellement et le problème d'un éditeur de jeux de société souvent, c'est que, il part de ce qu'il aimerait avoir. Il reçoit, l'estimation de prix, de la supply chain, hein, ou de la fabrique, avec qui il bosse, et il se dit: «Mince, on va quand même pas faire du carton, ouais, on pourrait remplacer ça par des punchs, mais bon, alors sur quoi on peut rogner pour que, on maintienne des figurines dans le jeu?» Et en fait, c'est un espèce de boulot de désillusion en permanence pour pouvoir ramener le jeu à un tarif qui soit raisonnable, parce que encore une fois, tu ne veux pas que les gens qui achètent ton jeu et qui l'aiment, mais qui sont pas qui l'aiment pas plus que ça, se disent pas, leur conclusion, ce soit pas: «Ouais, mais s'ils avaient mis du carton à la place, ça aurait été moins cher». Parce que s'ils en sont à se dire que le jeu est trop cher, c'est que le jeu a pas apporté l'enthousiasme et le plaisir que tu aurais aimé qu'ils aient, quoi. Donc Hein, voilà. peut-être qu'un jour, on aura un château Rossignol de luxe, qui sait? On ne sait pas. Écoute, mais je ne En tout demande cas, que Château ça. Rossignol, il est disponible dès à présent, vous pouvez déjà le commander, il est sorti là tout récemment. Jeu de joueurs. Si on veut suivre Sandcastle Game, je sais que vous avez quelques réseaux sociaux, mais sinon,
il y a tout sur internet, vous pouvez chercher, vous avez un site aussi, hein, internet, si je dis pas de On a un bêtises? site, qui est en train d'être, ripolliné. On est en train de passer des couches de peinture dessus, et donc ça avance doucement parce que, on a un site, oui, qui est pas forcément top à la page, hein, on est un petit peu présent sur Facebook, un petit peu présent sur, Instagram. Il nous faudrait quelqu'un qui soit capable de consacrer tout le temps que nous n'avons pas à mettre dans les réseaux sociaux, mais c'est pas grave. On sait qu'on n'est pas sur le devant de la scène et c'est bon, dommage, mais voilà. Peut-être à terme, voilà. Bon, Peut-être un jour, peut-être un jour. en tout cas, merci pour ce moment, d'explication, genèse et puis de parler aussi un peu du monde du jeu avec toi, c'était hyper intéressant. Donc merci beaucoup d'avoir dit oui, à cette invitation, c'était super chouette. Merci Bah, beaucoup. écoutez, j'espère que les auditeurs, monsieur Fall aurait dit les internautateurs, les internautatrices, j'espère que les personnes qui ont suivi ce fil ont passé un bon moment et qu'ils en ont appris un petit peu plus, sur le sujet. Et en tout cas, On a c'est une toujours un petite plaisir question, de. t'as vu de Big Box Res Arcana, ça pourrait exister un jour? Alors, oui, ça pourrait exister un jour. L'auteur a encore, des très bonnes idées d'extension. Donc là, il y a toujours toujours le point d'arrêt. C'est-à-dire qu'à quel moment on fait notre big box, sachant que, oui, mais attends, parce qu'il y a encore la prochaine extension qui est vraiment chouette et qui apporte quelque chose. Donc, on la met dedans, pas dedans. Donc, ça veut dire qu'on décale la big box de 6 mois à un an. Donc voilà. Mais oui, oui, c'est dans l'air du temps, ça se discute, c'est jouable, euh, et on y réfléchit. On y réfléchit. Très bien, eh ben, merci beaucoup. Avant de se quitter, moi je vais renvoyer donc tout ce joyeux public d'internautaeurs, internautatrices vers une autre chaîne en attendant. Moi je serai de retour après à 14 h, donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à revenir sur Twitch. On refera un live avec un des organisateurs du festival de Kaisersberg, qui est du jeu de rôle en Alsace. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous êtes encore là, à venir. Je vais vous envoyer vers Lec Ludique, qui est une chaîne qui va parler de jeux de société. Comme ça, si vous voulez continuer la fête et de parler de jeux de société, ils sont très très cool. Ils parlent de jeux de société, ils sont super chouettes. Donc n'hésitez pas à les suivre. Cyril, merci beaucoup d'avoir accepté Euh, l'invitation. c'est un plaisir. Merci beaucoup, de m'avoir reçu. C'est chouette. Et Et voilà, puis, et avec grand plaisir pour la prochaine fois, la prochaine sortie, si tu veux venir nous voir ou si on refait une visio, c'est toujours ouais. un grand plaisir de discuter avec toi. Voilà, voilà. L'invitation est déjà prise Bah, si écoute, jamais. c'est très gentil. On a, pour être clair là-dessus, on a un jeu qui a avancé en développement beaucoup, beaucoup plus vite qu'on imaginait. C'est-à-dire que, Trop bien. Ok. les auteurs sont des espèces de diables de Tasmanie, qui ont un enthousiasme absolument, fou. Et donc, on se retrouve un peu embêté parce que le jeu est prêt, quoi, tu vois. Donc on ne sait pas encore comment le poser en termes de sortie, mais on n'a pas non plus envie, d'attendre 10 000 ans. Là, c'est prêt. Nous, on est pressé d'aller le jeter dans l'arène et voir, si les fauves, veulent bien le manger, quoi. Donc peut-être qu'on se reparlera avant la fin Ah de bah l'année. trop bien. Avec grand plaisir. À ce propos. Et bah, merci beaucoup Cyril. Merci à toi. À, à bientôt. À bientôt et au revoir tout le monde.